Ok. Donc déjà, si je peux vous aider sur un truc, c'est déjà les attaques de la concurrence sont obligatoires. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire autrement. Vous pouvez pas faire autrement que d'en recevoir. Ça, c'est quelque chose. Le Ok. côté justice, le côté c'est juste, c'est pas justifié, c'est pas juste. Moi, je suis un gentil, lui, il est méchant. C'est quelque chose dans lequel vous devez sortir absolument. C'est d'ailleurs un truc que j'explique aussi dans mes initiations self-défense ou quand je fais du coaching mental, c'est que vous devez Ok. sortir de ce schéma bien et mal. Parce qu'en fait, le fait de penser que vous êtes le bien et que il y a toujours une cause aux attaques que vous recevez, c'est vraiment mauvais de prendre ce process-là parce que ça crée une espèce de schéma d'incompréhension qui vous paralyse. Ok. Et pendant que vous êtes paralysé, ben, le monde continue à avancer. Et en fait, ben, le problème, c'est qu'à l'échelle d'Instagram, à l'échelle de Amazon, à l'échelle de 2020, la paralysie, une journée, vous êtes mort. Donc moi, mon énorme puissance, c'est que j'ai travaillé un cerveau en préparation mentale, qui fait que j'ai pris plus de chocs et d'impact dans le CrossFit que personne d'autre. Mais j'ai développé, et j'ai pas peur de le dire, et pour me contrer, va falloir sortir des chiffres que moi j'ai développé la plus grosse machine financière pour un coach indépendant dans le CrossFit. Donc il y a un ratio entre les coups que j'ai pris et l'argent que j'en ai fait. Pourquoi? Parce que j'ai pris des coups qui étaient justifiés à une époque, sauf que contrairement aux gens qui continuent à tenter de m'impacter aujourd'hui, moi j'ai fait un travail sur moi-même. Ok. Donc la remise en question qu'on me reproche de ne pas avoir, je l'ai faite. Le développement des compétences qu'on me reprochait de ne pas avoir, je les ai développées au point de surpasser entièrement toute ma concurrence. Et donc, pour l'anecdote, le dernier en date, c'est un athlète extrêmement bon. Je préfère le dire. Un très bon athlète parisien qui, comme un jeune con de son âge, parce que c'est une erreur de sa part, hein, je pense que vu ce qu'il a pris derrière, il a dû prendre la leçon. C'est un jeune con très très bon athlète qui sort d'une école de kiné et qui a tenté de venir me clasher, évidemment sans dire mon nom, en expliquant que mon dernier programme qui fait un bien fou aux gens, où j'entraîne les gens à squatter pieds nus, allait lui donner du travail à lui en tant que kiné. Cette espèce d'abruti s'est pris derrière tous les kinés compétents qui sont venus m'écrire en disant mais qu'est-ce qu'il raconte ce teubé qui sort de l'école alors que nous, ça fait 20 ans qu'on est kiné et en fait on se régale à voir qu'un coach sportif dit un truc intelligent, tu vois. Le mec avait complètement oublié l'aspect que bah, je le faisais pas faire à tout le monde et qu'au lieu de vendre un programme où je demandais de squatter pieds nus, en fait, il savait pas le process, il savait pas qu'il y avait une consultation, il savait pas qu'il y avait une analyse du mouvement, il savait pas qu'il y avait des consignes personnelles. Donc, syndrome, l'autre syndrome là de moins j'en sais plus je parle. Résultat des courses, le mec parle sur Internet dans un microcosme. Le CrossFit est une niche du CrossFit, un microcosme. Donc évidemment, il parle, ça revient à mes oreilles. Il faut savoir que c'est un Ouais. très bon athlète, mais que comme je m'en bats les couilles complètement de sa vie, moi je ne le suis pas. Hein. Donc je ne suis pas tombé sur son poste. On me l'a envoyé le matin quand j'ouvre les yeux. Donc pendant un quart d'heure, j'étais sous la douche, ça m'a un peu énervé et j'ai dit ok, ça c'est pas grave puisque ce mec-là de toute façon est un excellent athlète, je le répète. Mais par contre, c'est vraiment une brêle au niveau technique en termes de mouvement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un live Insta où je vais expliquer mon programme, ce qui va me créer une fenêtre pour démontrer ma compétence. J'ai donc fait un live d'1 heure et demie sur pourquoi, comment squatter pieds nus, comment se faisait mon programme. Résultat des courses, ce live a été vu en live par 225 personnes qui sont restées 1 heure et demie. Donc, on n'a pas fait un pic à 225. On Ouais. les a gardés tous plus d'1 heure. Derrière, le live est parti sur YouTube, Instagram, IGTV, 20 000 balles en une semaine. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont vu la guéguerre entre eux deux toute la journée. Évidemment, Ping, il a repris Pong derrière. Ça a duré toute la journée à coup de mème, à coup de poste. Et le soir,
coup de grâce, une fois que j'ai fait monter la sauce, 1 heure et demie de live en sachant que j'ai une manière d'argumenter qui est destructrice. C'est-à-dire que j'ai une manière d'argumenter fondamentale. C'est-à-dire, moi, je te donne pas d'avis, je te donne des faits que tu peux pas contrer. Exemple, sur ce cas de chaussures, tu peux pas m'expliquer que on est issu donc par la loi de Darwin, ça fait des millions d'années que on est des humains sans chaussures et tu peux pas m'expliquer que c'est plus naturel de te déplacer avec chaussures que pieds nus. Et le mec qui veut argumenter ça, il a beau être kiné, il est mort instantanément. Et donc derrière les gens se sont dit putain mais je m'attendais à un clash of titans et j'étais sûr que tous ceux qui étaient de mon côté, ça n'était pas forcément mon niveau de compétence, et ceux qui étaient venus voir de son côté j'ai pris 75 followers, 175 followers dans la journée grâce à lui, qui sont venus voir ma chaîne. Les gens pensaient que j'allais peut-être m'énerver ou me noyer dans mes explications. Résultat des courses, ce sont devenus des clients. Ok. Puisqu'ils se sont dit putain mais le mec c'est un putain de killer dans son truc. Moi je veux son programme. Derrière j'ai parlé de gymnastique, j'ai parlé de sciences du mouvement, j'ai parlé de mes formations, j'ai esquinté le game complètement. J'ai complètement esquinté le truc. Anecdote, derrière il y a un mec qui a pas compris, qui a tenté un petit clash de merde dans sa programmation en scred. Il a encore envoyé le même type de pic. Alors lui, pas de cul, je vais t'expliquer parce qu'on parlera aussi du karma sur les attaques. Donc des fois, vous faites rien et le karma se charge du gonze. Alors le problème, c'est que les gens qui disent ça, il faut arrêter de croire le côté systématique du karma. Il n'y a pas de systématique dans le karma. Des fois, il y a des coups de timing et celui-là, je vais vous le raconter, il est quand même énorme. Vas-y. Le mec, donc, on m'envoie le contenu d'une programmation écrite et le mec dit ouais, et puis si vous voulez, faites cette séance de squat tout équipé. Et si vous voulez le faire pieds nus, vous avez qu'à aller courir en string pieds nus. Genre, faire du pieds nus, c'est de la merde. Tu l'avais partagé en story, je m'en souviens. Ouais. Il partage en story. Putain, le mec a pas de chance. Donc, ce super coach-là, il a pas de chance parce que il a vraiment une technique vraiment dégueulasse de temps en temps. Et en fait, il y a une chaîne qui s'appelle Squat University qui est suivie par 3 millions de personnes qui, le jour même, et ça, si c'est pas du timing, je sais pas ce que c'est, le prend dans une vidéo Instagram d'1 minute en pire exemple de ce qu'il faut pas faire. Ah, je m'en souviens. Et donc, je dis, putain, le mec m'explique à moi que ce que j'explique qui est fondamental, anthropologique, posturologique, kinésiologique, tout ce que tu veux, c'est de la merde, en scred, en taquet, en privé, tu vois. Et lui, il est riposte par la plus grosse chaîne mondiale sur le squat, comme pire exemple. Surtout, ne faites pas ça. Et ça tombe le même jour. Autant te dire que ce mec-là, c'était un bon pote à moi. Donc vraiment déçu, parce que ce gonze-là, je faisais des compètes avec lui en Sicile qu'en 2014 ou en 2015. C'était un bon gars, on se suivait de loin, il était toujours 2 trains de retard. J'ai fait venir un grand coach sur l'haltéro il y a 2 ans. J'ai arrêté de le faire venir en France, j'étais le premier, derrière c'est lui qui a récupéré. C'est un mec qui est toujours 2 trains de retard sur moi, mais ça me dérangeait pas trop de voir qu'il faisait comme moi. Mais là, mon gars, il a tenté un tacle qu'il aurait jamais dû faire. Et alors, le passage sur la chaîne à 3 millions de personnes, dis-toi, je suis sûr que derrière, comme je l'ai utilisé et que moi, mon réseau social, ça a dû quand même le pulvériser, il a dû demander à ce que cette vidéo soit enlevée. Et pour être sûr, moi, je l'ai filmé la vidéo grâce à une super application qui permet de filmer les vidéos. Comme ça, à vie, même si pour des raisons de droit d'auteur ou d'image, il a pu faire enlever cette vidéo, ce que je ne sais pas, j'ai pas regardé. Moi, dans 20 ans, si je veux, je la ressors. Ok, alors attends. Parce que moi, par contre, je fais du bien aux gens. Les gens font mes programmes, ils sont au maximum de leur vie. Tous les jours sur mes réseaux, je publie des retours de programmation de gens qui disent merci pour les résultats, merci pour les résultats. Ce qui a fait que mon entreprise a grossi, c'est qu'à chaque fois qu'ils prennent un programme, 3 mois après, ils en veulent un deuxième, un troisième, et c'est ce qui fait le résultat. Et cette espèce de grosse merde, en fait, il tente des clashs à 2 balles envers un gars qui est à lui, et il se fait. Moi, je suis jamais passé sur un truc comme la pire technique. Tu vois, je suis passé pour le plus arrogant, je suis passé pour le plus violent, je suis passé pour le plus gros clasher, le mec qui a toujours raison. Mais la pire technique dans un sport technique, ça m'est jamais arrivé. Donc ferme ta gueule. Et ça, j'ai rien eu à faire. Hein. C'est le karma, ça s'appelle. Mais par contre, sur cette histoire de karma, voilà, arrêtez les gens inactifs là. Arrêtez avec oui, de toute façon, je ne te fais rien.
parce que le karma s'en chargera. Arrêtez. Le karma, c'est une question de timing, c'est un coup de cul. Mais non, non, le karma s'occupe pas de ça. Ça arrive de temps en temps, mais ne comptez pas sur le karma. Des fois, faut le pousser un peu le karma. Ouais. Donc, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a un moyen déjà il y a un moyen de gérer les attaques de la concurrence. Il faut se protéger. C'est comme dans la self-défense. La self-défense, il y a deux aspects. Un, comment je fais en sorte de ne jamais me retrouver en situation de self-défense. Donc ça, c'est toute la prévention. Je ne me balade pas dans un parking en plein centre-ville d'une cité à 3 heures du matin, en mini-jupe, en étant une femme seule. Ça, c'est la prévention. Hmm. Malgré la prévention, il y a la loi de Murphy. Si ça doit merder, ça va merder. Ça va merder. Donc, ça s'adapte à la concurrence. La prévention de la concurrence, c'est que pour la prévenir, la concurrence, faut être le boss du game. Et être le boss du game, ça veut pas dire l'annoncer. Pourquoi tout le monde kiffe Conor McGregor et pourquoi les gens m'appellent le Conor McGregor du CrossFit? C'est parce que Conor McGregor, c'est un mec qui a dit un jour à José Aldo, 10 ans, invaincu, numéro 1 mondial, je vais le battre et je vais le battre facilement. C'est-à-dire qu'il va arriver, il va me mettre tel coup, je vais me décaler, je vais lui mettre tel coup et il va tomber. McGregor est arrivé, José Aldo a mis tel coup, Exactement ça. l'autre il a mis une droite, il est tombé. Donc, McGregor a pu se balader pendant des années à dire je suis le Mac, c'est moi le boss, parce qu'à chaque fois qu'il a dit un truc, il l'a fait. Ouais. Donc, pour avoir une attitude de boss, il faut pas avoir que l'attitude. Il faut avoir l'attitude et les actions du boss. Quand vous devenez le boss du game, vous allez prendre des critiques, mais vous allez pouvoir les couper net. Exemple, si moi je fais des programmes d'entraînement et que je suis une pipe, derrière on m'attaque, je peux pas répondre. Je fais le Mac, Oui. je fais le beau, mais derrière quand je vais argumenter, je peux pas le faire. Qu'est-ce qui fait que je pulvérise ma concurrence systématiquement? C'est qu'à chaque attaque, j'ai une réponse. 1, fondamentale. 2, parfaitement logique. Résultat des courses, comme en judo, je prends l'énergie négative et je la renvoie en énergie positive. Donc, toi, tu m'attaques, tu passes systématiquement pour un con. T'es kiné, tu viens dire aux gens qu'en les faisant squatter pieds nus, c'est bullshit, c'est trop à la mode et ça sert à rien, t'as perdu. Parce que moi, je vais prendre mon téléphone, je vais faire une vidéo, je vais t'expliquer par un public, c'est pas un avis, c'est un fondamental. Ok. Je vais te pulvériser. Alors attends. Tu me parles de technique et de mouvement, je vais te prendre et je vais te pulvériser. Parce que je connais mon sujet sur le bout des doigts. Il y a un truc que tu viens de dire qui est hyper intéressant, hyper important. Mes chers amis qui êtes tous connectés là, si vous kiffez ce live, vous le screenshotez, vous faites une capture d'écran, vous me balancez ça en story. Et je vais vous expliquer justement un truc qui est intéressant par rapport à tes stories et par rapport à ce que tu viens de dire là. C'est que toi, tu as une communauté. C'est-à-dire que tu es suivi par plusieurs dizaines de milliers de personnes juste. Je parle que d'Instagram. Je ne parle pas de ceux qui sont sur Facebook. Je ne parle encore moins de ceux qui sont sur YouTube. Je parle juste d'Instagram. Je sais plus exact, mais tu as quelques milliers de personnes. Beaucoup de dizaines de milliers 14K, de personnes. ouais. 14K personnes. Le truc, c'est qu'il y a des personnes qui ont, voire même plus que 14K personnes, et qui n'ont pas ce truc que toi, tu as réussi à avoir. Et je pense que ça, c'est hyper intéressant dans la concurrence, notamment pour ceux qui débutent aujourd'hui. C'est que toi, tu as l'avantage d'avoir une communauté qui est derrière toi, c'est-à-dire des gens qui te suivent. C'est-à-dire, si tu dis gauche, c'est tout le monde à gauche. Si tu dis droite, c'est tout le monde à droite. Alors évidemment, encore une fois, quand tu dis gauche, tu sais pourquoi. Quand tu dis droite, tu sais pourquoi. Les Je peux gens tout qui... argumenter de manière logique. Exactement. Les gens qui aujourd'hui J'ai veulent pas lancer d'avis. leur business. Il y a quelqu'un qui m'écrivait, qui me demandait est-ce que le live va être en replay. Je dis oui, il va être en replay. Et il me dit moi ça m'intéresse parce que je vais lancer mon business. Je dis cool. Je dis si tu veux lancer ton business et que tu as déjà peur de la concurrence, c'est une bonne chose que s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Donc parfait. Toutefois, comment est-ce qu'on fait pour avoir pour avoir des gens qui achètent nos produits comme les gens qui achètent tes produits et qui soient aussi, j'ai envie de dire, quand moi je vois tes stories et je vois les gens qui partagent, moi je dis pas que c'est des fans, je dis que c'est des gens qui sont passionnés par toi et par ce que tu fais. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Comment est-ce que le mec qui se lance demain dans n'importe quelle entreprise, quel conseil tu peux lui donner pour qu'il arrive justement à faire comme toi tu fais, c'est-à-dire tu dis aux gens montrez mon boulot et tout le monde montre ton boulot sans presque se poser de questions, même si c'est argumenté.
J'ai un très bon exemple à vous donner. Ça fait 10 ans que je suis dans le monde du coaching et j'ai vu passer 99% de Brel. C'est-à-dire que sur 100 coachs, on a 99 qui sont des Brel. J'annonce, j'affirme, c'est valide. Et ceux qui sont pas des Brel, je bosse avec. Je Ok. m'associe avec eux. Orlan est un mec qui est en train de coacher ma salle pendant que moi je suis avec vous. Orlan est un mec qui est arrivé en stage. Il sort de l'armée, pas d'expérience, il rentre en BP, métier de la forme. Il cherche un stage, super bon mec de l'armée, troisième RPIMA, des gars solides, des gars sur qui on peut compter. Je le prends en stage. Ouais. Ce mec-là, par sa passion et son temps dédié et son intérêt, est devenu indispensable. J'avais une équipe avant lui. Ouais. J'avais une activité avant lui. Ce mec-là est arrivé dans un endroit où il était stagiaire, donc pas du tout indispensable. Moi, chez moi, je ne fais pas coacher mes stagiaires. Je sais qu'il y a des emplois où on prend des stagiaires, on les forme pas, on les prend pour des employés. Moi, chez moi, ça n'existe pas. Vous êtes stagiaire, vous faites rien. Ouais. Vous êtes en observation. Donc, le mec a réussi à se rendre indispensable en ne faisant rien dans la salle. Ok, comment il a Un fait? coup de main par-ci, un coup de main par-là. T'as rendez-vous à 9h, le mec est là à 8h30. Tu as besoin d'un coup de main le week-end, le mec est là. Ce mec-là, j'avais décidé en octobre, alors qu'il est rentré chez moi en septembre, qu'en juin, il ne partirait jamais. Je lui ai fait croire qu'il était libre. Il va rire s'il regarde ça. Je lui ai fait croire qu'il était libre. Je lui ai fait croire qu'il avait le choix. Dans ma tête, ce mec-là allait me coûter ce qu'il allait me coûter, mais il ne partirait pas. Le problème des gens, c'est qu'ils comprennent pas l'ordre des choses. Ok. Vous pouvez pas faire de l'oseille tout de suite, vous payer un bon salaire tout de suite quand vous arrivez dans le game. Vous devez gagner le respect, en montrant un intérêt supérieur à la moyenne, parce qu'en fait, vous n'êtes rien. Il y a un problème dans l'éducation, et excuse-moi, et tu sais que je suis pro des parallèles à l'ouest, et pourtant il y a des parallèles. Vas-y. Je vais en faire un. Le meurtre de la petite Victorine par Ludovic Bertin. Quand tu situes un peu ce type neurologique, ces espèces de merdes-là sont des gens qui tapaient déjà sur leur madré, qui n'ont pas d'image paternelle, et c'est des gens qui n'ont jamais accepté la frustration, le sale boulot, tout leur est dû, c'est un roi. Donc le mec parle à une gonzesse, la gonzesse lui répond pas, il y va, il la bute. Aujourd'hui, quand tu mets une calotte à un minot de 9 ans parce qu'il bosse pas, parce qu'il est irrespectueux, t'as quand même des députés qui ont voté une loi anti-fessée. Je me souviens. D'accord? Alors que des Ludovic Bertin, j'aimerais bien que les députés anti-fessés et tous ces fils de pute de bobo gauchos m'expliquent comment il aurait fallu l'éduquer, le Ludovic Bertin. Parce que ça, c'est un mec qui aurait dû se faire exploser la gueule avant pour qu'il apprenne le respect, pour qu'il apprenne la galanterie. Mais ces Bon, mongoliennes ouais. de féministes, il y a des lives sur Instagram où les féministes nous expliquent qu'il faut pas leur ouvrir la porte parce que c'est leur rappeler leurs conditions de femme, faut pas être galant, tu vois. Hmm. Donc en fait, d'un côté, t'as des fils de pute à la Ludovic Bertin qui se prennent pour des pachas à qui tout leur est dû, et Mhm. de l'autre côté, t'as des mongoliennes de féministes qui t'expliquent qu'il faut pas les respecter en leur ouvrant la porte ou en leur portant les courses parce que ça leur rappelle que c'est des femmes. Et la rencontre des deux, c'est le meurtre de Victorine par Ludovic Bertin parce que soit il l'a un peu bousculé, soit elle a pas répondu à ses avances. Ok. Et les bobos gauchos anti-fessés et les connasses de féministes sans cervelle sont responsables idéologiquement du meurtre de mademoiselle Victorine. Alors arrêtez de pleurer sur vos Instagram, bande de fils de pute, c'est de votre faute que le monde part en couille. Bref, ça c'était la Vous flèche. avez dit qu'il était Donc ce fou. qui m'explique, c'est qu'un mec comme Orlan connaît le prix du travail, connaît le prix de la passion, connaît le prix des heures, connaît le prix de l'entraide, connaît le respect. Et donc ce mec-là, ben, comme aujourd'hui ce sont des valeurs complètement perdues, quand tu rencontres un mec comme ça, tu te dis lui, c'est un 1 sur 10. Et avec lui, je vais bosser. Donc, vous devez chercher, si vous voulez battre votre concurrence,
à être au-dessus de la concurrence. Et être au-dessus de la concurrence, c'est pas forcément dans un monde où il y a 90% de médiocres, être le 1%, être juste le 10% qui travaille plus, qui s'instruit plus, qui s'intéresse plus, qui est plus dans l'entraide et qui est plus dans le respect. Rien que ça, vous allez être remarqué. Et les gens vont venir vers vous. Soit ils vont vous embaucher, soit ils vont vouloir que vous travaillez pour eux. Donc, un problème déjà actuellement, c'est que je considère que pour écraser sa concurrence, il n'y a aucun besoin d'être excellent. Okay. Il faut juste être moins mauvais. Dans le milieu du coaching, dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu de la maçonnerie, les coiffeurs, les vendeurs en prêt-à-porter, bah les couilles. Vous n'avez pas besoin d'être le top mondial. Vous avez besoin d'être moins médiocre. Je vais vous faire un rappel hyper violent. Attention, les adeptes de la langue de bois, raccrochez tout de suite votre téléphone parce que je vais vous exploser. Il y a 10 000 ans, on était 10 000. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui mouraient. Vous savez qui mourait en premier? Les feignants. Les gens qui n'avaient aucune valeur morale. Parce qu'à l'époque, si tu violais la femme d'une tribu de l'autre côté, la tribu débarquait et t'enculait du bas en haut avec un pieu. Donc tu pouvais pas faire n'importe quoi. Ceux qui t'expliquent qu'ils font pas d'activité physique parce que ça leur plaît pas. Il y a 10 000 ans, si tu voulais pas aller chasser ou chercher du bois, tu mangeais pas. Et les gens te mangeaient, en fait. Ce qui est en fait beaucoup plus civilisé qu'en 2020. Où aujourd'hui, en 2020, tu peux manger des chips toute la journée, être obèse, mais c'est pas de ta faute. Toi, on va pas te faire faire du sport, t'aimes pas ça. Donc, t'as toujours pas compris en 2020 que l'activité physique aurait dû faire partie de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire le minimum vital. Donc, je vous explique, il y a 10 000 ans, on était 10 000. Qu'est-ce qui fait qu'on est 7 milliards aujourd'hui? Le confort. C'est-à-dire que des gens aux qualités médiocres peuvent survivre grâce au confort. On a inventé le feu, la cuisson, l'agriculture, la lecture, l'histoire, la société, bla 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 bla. Et aujourd'hui, on est 7 milliards et vous ne vous rendez pas compte que 9 personnes sur 10 sont des gens qui, il y a 10 000 ans, sans confort, seraient morts de faim, de froid, butés par la tribu parce que c'est des fils de pute. Aujourd'hui, je vous explique, si une communauté se permettait d'aller violer, buter la femme d'une autre communauté, l'autre communauté arriverait et massacrerait la communauté qui a commis le dégât. Je suis pas en train de vous raciser, je suis en train de vous expliquer des réalités d'êtres humains. Amusez-vous à vous en prendre à un bébé marcassin, la mère va vous défoncer. Elle va finir avec une balle dans la tête, mais elle va mourir en tentant de vous buter. Donc c'est pas un problème de racisme, puisque là je vous parle de sanglier en fait. Ouais. C'est un problème d'animalité, de respect. Moi, je ne veux pas aller buter la femme de mon voisin, parce que j'ai trop peur que mon voisin vienne me buter. Mais comme il y a des gens en France, d'une communauté ou d'une autre, on s'en bat les couilles, qui n'ont plus peur de ça. Et bon, c'est pas l'État qui va faire quoi que ce soit, ils sont trop occupés à vous niquer vos impôts, vos actions, etc. Je vous avais dit des gens ont complètement oublié des réalités. Moi, mon père s'est fait agresser par 3 racailles. Je les ai fracassés. Je suis parti au tribunal. J'ai été jugé coupable comme agresseur des 3 personnes qui ont agressé mon père de 60 ans. En le tenant, en lui vidant sa propre poubelle sur la tête devant ma mère. Je les ai fracassés. J'en ai mis 21 jours d'ITT. L'autre, il a presque 70. Et moi, je suis OPJ dans la situation là. On sait que c'est des racailles, on sait que c'est des mecs qui dealent, on sait que c'est des gens qui font chier le monde. Moi, un mec rentre dans mon commissariat, j'ai dit, eh ben, vous savez quoi? Ça leur fera les yep. Non! Gardave, comparution immédiate, prison ferme. Est-ce que c'est pas un scandale absolu? Donc, automatiquement, Victorine, elle aurait eu une arme dans sa poche. Et elle aurait poignardé le Ludovic Bertin. Elle serait partie en prison pour meurtre. Ouais. C'est ça l'État. Donc il faut déjà, si vous voulez abattre la concurrence, que vous sortiez de vos croyances limitantes. 9 personnes sur 10
sont des losers influençables. Moi, déjà, j'ai compris un truc très simple. J'ai pas besoin de 7 milliards de clients. Je m'en fous que mon boulot il plaise pas la moyenne. Moi, ma niche, c'est un sport. Et si dans ce sport-là, j'en ai que 10% qui visent l'excellence en client, comme je suis le meilleur, j'ai largement assez pour vivre, les amis. Ok. Largement. Et même grassement. Donc, premièrement, la première erreur que vous faites, c'est de ne pas choisir de marché. Et donc, vous vous exposez à la concurrence. Est-ce que Aston Martin a eu peur de Dacia quand Dacia est arrivé sur le marché? Pas du tout, parce qu'ils sont sur un marché tellement haut que c'est pas le marché truc. Donc déjà, vous devez cibler votre marché. Je me lance dans un business. Quel est mon marché? Est-ce que c'est le sport low cost? Moi, je crache pas sur le sport low cost. Il y a de l'argent dans le sport low cost. Il y a de l'oseille à faire. Basique. Mais c'est pas mon marché. Moi, au sein de ma salle, à côté, là, à 150 mètres, j'ai un So Good à 29,90 €. Ouais. Ma salle est blindée, à ras-bord. J'ai les gens sur liste d'attente dans mes cours. Je m'en bats les steaks de So Good. Ils me font pas mal. Basic Fit pour arriver à côté. Ils me font pas mal. Je suis pas sur leur marché. Et par contre, la deuxième erreur que les gens font, c'est qu'ils se placent sur une niche, mais ils en sortent pour tenter de choisir, de séduire d'autres clients. Je suis un Basic Fit à 19 €. Je séduis tout le bas de gamme. Mais d'un coup, je vais lancer une offre premium à 90 balles. Ça ne va pas marcher. Moi-même, je crée une offre chez moi, on est aux alentours des 75 € par mois. Si demain je lance une offre low cost à 10 €, personne va comprendre ce que je fais. Et donc je vais perdre les gens qui cherchent l'excellence. Même si demain Aston Martin se met à faire une voiture à 1000 balles, personne ne va comprendre ça. D'accord? Donc oui, vous allez gagner peut-être un peu de clientèle sur le moment, mais sur le long terme, vous allez perdre votre identité et ça, c'est ce qui vous baisse. Donc moi, je vous le dis. 2 règles quand on se lance. 1, choisir sa niche. Il n'y a pas de mal à vouloir, si on est restaurateur, à vouloir soit faire un resto étoilé, Ouais. mais il va falloir faire le travail pour ça. Et vous allez morfler, mais vous allez y arriver. Ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux qui font pas le taf. Faut arrêter. Oui, pas de chance, le Covid. Soit c'est que vous avez pas choisi de niche et vous avez voulu séduire tous les marchés. Vous n'êtes pas identifié, vous n'êtes pas clivé. Un conseil que m'a donné Tony, parce qu'à une époque, je faisais des mèmes qui étaient vraiment clivants, mais alors vraiment corrosifs. Et j'ai demandé conseil à Tony ici présent. Ouais. Je lui ai dit, Tony, est-ce que je vais pas un peu trop loin? Ce que je disais était vrai. Oui, je m'en rappelle. Mais c'était un peu hardcore. Et il m'a répondu, Tony m'a dit, Guillaume, est-ce que ce que tu dis est faux? Non, ce que je dis est vrai. Alors si c'est clivant, ceux qui t'aiment vont t'adorer. Mais ceux qui te détestent, de toute façon, ils t'aiment pas. Donc ils vont pas t'aimer, mais ça changera rien. Et j'ai continué et ça a grave marché. Donc voilà, pour moi, quelqu'un qui se lance, il y a ces 2 erreurs à ne pas faire. Exactement. Alors ça, c'est un truc qui est intéressant, justement, le côté clivant. Je pense que de toutes les personnes que je connaisse, tu es certainement la personne la plus clivante de toutes. Dans le sens où, Guillaume, c'est soit vous l'adorez, soit vous le détestez. Pourquoi vous allez le détester? Généralement, et c'est là-dessus que j'aimerais que tu puisses intervenir, c'est parce qu'il va dire des choses qui vont vous déranger et que vous ne voulez pas entendre parce que vos oreilles sont trop fragiles, parce que votre cerveau n'est peut-être pas prêt ou parce qu'il va dire quelque chose qui va vous piquer directement. Et donc, du coup, justement, tu sais, il y a des gens qui ont un petit peu peur d'être un peu franc, de dire un peu la vérité, qui ont envie d'arrondir un peu. Par contre, moi, j'ai remarqué une chose, quand tu fais ça, tu n'as aucun résultat. Ça n'apporte aucun résultat. À part que la personne ait envie de te niquer encore plus, ça n'apporte aucun résultat. Quel conseil tu pourrais donner à cette jeune fille ou à ce jeune homme qui est en train de se lancer et justement qui est là en train de se dire bon, bah, moi, j'en ai marre d'être trop lisse et là, maintenant, je vais commencer à être clivant. Qu'est-ce que tu peux faire pour le pousser à être justement clivant? Il faut, avant de commencer ça, il faut toujours se ranger du bon côté. L'art que j'ai développé, c'est l'art du clash en ayant toujours raison. Mais je répète, j'ai dit tout à l'heure, pas par avis, mais par fondamentaux. Oui. Si fondamentalement, sur les fondamentaux, en étant tout à fait objectif, je vais avoir tort,
je ne parle pas. Hmm. Et comme ça régit tout mon emploi, tout mon concept et toute ma manière d'être, on ne peut pas m'attaquer de manière objective. Ce sera toujours subjectif. Ce sera toujours sur la forme mais jamais sur le fond. Hmm. Donc déjà, il faut systématiquement être sûr de son fond. Une fois qu'on est sûr de son fond, et attention, ça prend un temps fou. Moi, je suis la personne, contrairement à ce que vous pensez, pour ceux qui me connaissent pas, qui se remet la plus en question que ce que je connais. Mon entourage se dit, mais comment le mec fait? Le mec, je vous écris, vous travaillez avec moi, je vous écris à 2 heures du mat, je vous écris à 4 heures du mat, je vous écris à 16 heures, à 14 heures, je vous demande votre avis sur tout ce qu'on fait. Je confirme. Déjà, je suis quelqu'un de très passionné et de très objectif. Quand je fais de la merde, j'ai aucun mal à dire que je fais de la merde. Anecdote. Réfléchissez, regardez autour de vous. Les gens qui ont le plus de mal à dire qu'ils sont bons dans quelque chose sont aussi ceux qui ont le plus de mal à avouer qu'ils sont mauvais dans un truc. Les gens qui peuvent vous dire, dans ça, je suis vraiment un tueur, c'est aussi ceux qui sont capables de dire, ah, dans ce domaine-là, je suis vraiment une merde. Donc moi, demain, je ne vais pas me lancer dans un tuto bricolage ou je ne vais pas rentrer en clash sur du bricolage parce que je suis une profonde merde. Par contre, ne venez pas me clasher sur la science du mouvement et la science de l'entraînement physique parce que je suis un tueur. Je suis un tueur et si vous venez me clasher sur ce sujet en disant que j'ai tort, je vais vous pulvériser parce que mon sujet, je l'ai bossé non pas en termes d'avis, mais en termes empiriques et logiques et fondamentaux. Donc, quand je maîtrise un sujet, je suis vraiment le boss du game et je vais le maîtriser parce que je vais bosser plus que vous. Anecdote, j'étais dans les sports de combat, j'ai atteint ce niveau-là d'expertise. Je suis dans le crossfit, j'ai atteint ce niveau-là d'expertise. Je me suis mis au tir. J'ai vu. J'y connais que dalle. Je suis nul. Je débute. T'as trouvé ton œil ou On pas? se revoit dans 4 ans. On se revoit dans 4 ans. Vous verrez, j'ai fait des rencontres. J'ai prévu des choses dans ma vie. On revient dans 4 ans. Dans 4 ans, je vous parlerai de tir. Et vous verrez que je suis vraiment un killer. Et pour me clasher, vous aurez pu jouer à Call of Duty Black Ops pendant 20 ans. Je serai meilleur que vous. Parce que je suis un bosseur acharné. Donc, règle numéro 1. Avant de vous permettre de ne plus être lisse et de dire les choses, vous devez être un tueur sur vos connaissances. Il y a trop de gens en 2020 qui la ramènent alors qu'ils croient savoir et qu'ils ne savent pas. Effet Dunning-Kruger, j'en ai parlé, moi j'en sais, plus je crois en savoir. Ouais. C'est détestable. Les gens qui ont fait un BP dans mon activité, vu 2 vidéos YouTube et qui viennent la ramener à un mec comme moi sur mon univers, ils sont morts. Instantanément, je vais les cramer. Donc, vous devez pas vous y connaître. Vous devez être un tueur. La distinction, elle est vraiment... Elle est S'y énorme. connaître, c'est 10%. S'y connaître, c'est 10%. Être un tueur, c'est 300% du sujet. Absolument. Prenez ça, Faire des mâchez, prévisions. digérez. Regardez le replay, repassez-vous ce que je viens de dire parce que c'est vraiment important. La deuxième chose, l'attaque personnelle, c'est toujours en deuxième. D'abord, on me rentre dedans. Ok. Je ne tacle pas bas. C'est pas moi qui commence. Tu m'attaques sur ma forme, tu m'attaques sur le fond, je réponds de manière argumentée. Le mec qui m'a clashé sur ma technique, il s'est pris un clash sur sa technique, il est 10 fois pire que moi. Ferme ta gueule. Fin du bal. Par contre, si tu commences à aller plus bas que la ceinture, comme on dit dans le jargon, là, je n'ai absolument aucune limite. Ok. L'enfer sur terre. Et c'est là, c'est la guerre. C'est la guerre totale. Et ça peut aller très loin. Je vous donne un exemple. Les gens qui me connaissent, qui m'ont vu dans la vie de tous les jours ou quand j'étais videur, je vais raconter une anecdote de videur, ça va vous faire rigoler. Quand j'étais videur, j'étais vraiment connu pour être vraiment agressif et taper vraiment facilement. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec les gens qui disent ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y avait des videurs, eux, ils parlaient pas, ils frappaient. Directement. Ça, c'est ce que vous devez pas faire. Ça, on va dire que c'est attaque sous la ceinture. Vous êtes beaucoup plus fort. Vous utilisez votre force en discussion, c'est pas bien. Moi, toute ma vie d'agent de sécurité, de videur ou de portier, j'ai toujours dit bonjour,
Est-ce que vous pouvez arrêter de faire ça? Avec un ton ferme, mais avec un ton respectueux. Toujours. Et là, il y a deux cas de figure. La personne qui a la jugeote de s'excuser, ça arrive. Vous avez un coup dans le nez, vous voulez faire le malin, on est en soirée, ça arrive, on l'a tous fait. Excusez-moi, je suis allé un peu loin. Pas de souci, pas de problème. Bonne soirée, monsieur. Le mec qui fait le beau. Lui, par contre, je vais exploser. C'est-à-dire que je laissais toujours la capacité à la personne de me montrer qui elle était. Ok. Vous êtes dans un bar, vous faites n'importe quoi. Un agent de sécurité vient vous taper sur l'épaule en vous demandant de vous calmer. C'est normal, c'est son travail. Vous n'êtes pas dans un endroit pour faire le beau. Si là, vous tentez la surenchère, vous méritez de vous faire éclater la tête. Moi-même, j'ai été très relou dans des boîtes. Les videurs sont venus me voir, j'ai dit, les gars, excusez-moi. Je suis torché. Ok. Arrête. Jamais de ma vie, ça m'arrive. Tu veux quoi, toi? Ouais. Là, la droite, elle est instantanée. Vous devez avoir ce phénomène d'escalade dans l'agression. Quelqu'un qui vous clash un peu, vous pouvez pas l'insulter directement, ça ne marche pas. Vous pouvez argumenter son propos, calmement, posément. Si le mec contre-argumente, si vous êtes le boss, vous aurez toujours des arguments, lui n'en aura pas. À partir du moment où le mec commence à s'énerver et commence à essayer de vous marcher dessus, vous devez l'écraser. Mais alors, complètement. Et alors les gens ont deux problèmes, c'est que, alors ça c'est très important. Attention, je vais vous donner une note bombe de ouf. Accrochez-vous, celui-là il faudra vous le repasser. Vas-y. L'État est un système de contrôle qui vous explique depuis 1789, pour pas que vous recommenciez, que la violence c'est les méchants. Donc, tribunal, rien ne vaut la violence, c'était pas la légitime défense, la violence, la violence, la violence. Ok. Sauf que c'est faux. C'est entièrement faux et je vais vous expliquer ce que c'est la violence. La violence est le dernier recours de survie. Quand on va vous spolier tous vos impôts, tout votre argent et toutes vos libertés, le dernier recours avant de vous suicider collectivement, ce sera la violence. Pourquoi le tiers-État a explosé? Oui, mais tu comprends, ils étaient manipulés par les bourgeois. Ta gueule. C'est parce que c'était un trop-plein de gens qui n'avaient plus à bouffer et qui ont sorti les fourches et qui ont empalé les gens. L'État vous explique que la violence, c'est les méchants qui sont violents et que donc, foncièrement parlant, si demain vous voulez récupérer vos libertés qu'on vous nique par la loi, par la violence, vous aurez tort. Parce qu'à l'école, quand Jean Racaille vient vous niquer votre goûter, on vous dit que c'est soit vous vous laisser faire, soit vous allez pleurer à la maîtresse qui va demander à Jean Racaille de manière nonobstante s'il veut bien voir le goûter. Petite dédicace au professeur qui vient de se faire décapiter ce soir, BFM TV. Décapitation d'un professeur par un papa pas content qu'on ait montré les caricatures de Mahomet en classe. Hein? Tu es au courant de ça ou pas? Non. Oui, ça vient de passer, la BFM TV 20h. Regarde quand tu raccroches, incroyable. Décapitation devant l'école. Donc, je reprends. Quand ce fils-là, le fils de ce père, vole le goûter de votre fils, si votre fils lui met une droite dans la tronche, il a entièrement raison de le faire. C'est le dernier moyen de se faire respecter et de survivre. S'il le fait pas, ce sera un bolos toute sa vie, une sous-merde toute sa vie. Mais comme l'État a créé un système où la violence, c'est les méchants, c'est le mal, votre fils va se faire niquer sa race par la vie scolaire, le proviseur et sa maîtresse, et passer pour un bolos devant tout le système scolaire parce qu'il a été violent. Parce que c'est une idéologie de la démocratie, c'est un système de contrôle. Donc vous, quand on vous attaque et que vous répondez de manière violente, tout le monde pense que vous êtes un dingue, alors que vous êtes le seul mec éclairé. Ouais. Quand moi je suis ultra violent dans mes clashs ou dans mes propos et dans mes réponses, j'ai toujours argumenté proprement d'abord. Maintenant, si tu me cherches, je vais t'exploser complètement virtuellement, mais je peux te trouver et je peux t'exploser physiquement. Et ça s'appelle le respect. Je vous le dis, arrêtez, s'il vous plaît, en 2020, de croire que la violence, c'est pour les méchants. La violence, ça n'est pas les méchants. La violence est le dernier niveau pour vous faire respecter, survivre.
Je vais. Et vous devez absolument dissocier la violence des méchants. C'est très important. Quand, je vous donne un exemple très simple, en Ukraine, il y a eu une révolution. Vas-y. C'était bien, ils ont campé devant 3 mois, je crois, devant le Parlement. 3 mois, ils ont campé. Il s'est rien passé. Hiver ukrainien, voilà. Au bout d'un moment, les policiers ont commencé à y aller un peu fort pour les dégager parce qu'ils avaient froid, ils voulaient rentrer chez eux. Les manifestants ont pété les plombs, ils ont explosé le Parlement. Ils ont gagné. Il n'y aura jamais de révolution pacifique. Tous les bobos, gauchos, fils de pute que vous êtes, arrêtez avec ça. Arrêtez les 68 arts de mes deux là. Arrêtez. La violence, ça n'est pas pour les méchants. La violence, c'est le dernier degré de survivalisme. Vous tuez un bébé marcassin en survie, la maman marcassin, la maman sanglier, la lait, pour sauver les autres marcassins et elle-même, va venir vous défoncer la gueule. Donc, elle est pas méchante, la maman marcassin, la maman lait. Non, elle veut juste survivre. Donc, arrêtez de m'expliquer que la violence, c'est pour les méchants. Oui, les méchants sont violents. Ça ne veut pas dire que la violence, c'est pour les méchants. À un moment, il va se passer un truc dans votre vie et vous allez comprendre. Et vous allez sortir de la matrice. Donc, dans vos clashs, dans vos attaques, je ne vous demande pas d'être ultra violent instantanément. C'est pas ça. Mais vous devez être un killer au niveau argumentatif. Vous devez connaître votre sujet sur le bout des doigts. Parce que si le mec en face, il argumente par fondamentaux et vous par avis, dans 2 phrases, vous êtes coulé. Échec et mat. Échec et mat. Ah ouais, t'as quoi à répondre? T'as perdu. T'es un loser. T'es un loser. Tu connais pas ton sujet, t'es un loser. Moi, c'est pour ça que je gagne à chaque fois. C'est parce que je suis pas un loser. Et par contre, les sujets que je connais pas. Je m'engage pas. Deuxièmement, quand les mecs vont trop loin parce qu'il y a un côté égo qui fait qu'ils vont surenchérir, vous devez devenir violent. Vous devez devenir violent. Et vous devez taper fort. Vous devez faire mal. Le Tai Chi Chuan contre une agression de 3 racailles, ça ne marche pas. La boxe thaïlandaise à coups de coude dans la tête, ça fonctionne. Ça marche beaucoup mieux. Donc, il y a un niveau où vous devrez accepter la violence. Le live me dit qu'il reste 1 minute 52. Donc, je pense que là, on a beaucoup de personnes très passionnées par ce que tu es en train de dire. Je pense qu'il va falloir faire comme on l'a fait la dernière fois. Relance. Ouais, mais qu'on relance. Mais tu vas lancer toi et moi, je vais venir sur ton live. Comme ça, je suis sûr qu'au moins, ça marchera avec ton téléphone. Allez, on y va. Attends. Juste une chose. Attends, parce que moi, le problème, c'est que moi, je suis en privé. Donc, reste là, t'inquiète. Sinon, il va falloir que j'alloue tes gens, ils pourront pas le voir. T'inquiète, on reste là. Te casse. Ok, attends. Je garde ce téléphone-là. Garde ce téléphone. Je bouge pas. Pour les faire revenir. Bouge pas. Bouge pas. Pour les faire revenir, je vais vous dire une chose que Guillaume a dit juste avant et qu'on va reprendre. On va recommencer l'autre live là-dessus. Il a parlé de guerre totale. Ce terme-là n'est pas employé n'importe comment et c'est pas rien. Moi, c'est ce que j'utilise lorsque je vais attaquer la concurrence. La guerre totale, c'est une doctrine qui a été inventée par un mec qui s'appelle Clausewitz, un espèce de Prussien, qui dit qu'il faut mobiliser toutes les forces disponibles. Donc, à son échelle, c'était militaire. En gros, il veut dire que la guerre, elle ne peut pas être limitante. On ne peut pas limiter la guerre. Il faut qu'elle soit explosive. Et donc, il dit, il faut prendre tout ce qu'il y a de disponible. Donc, il parle de la population, la justice, l'État, la politique. Il dit, vous devez prendre tout ce qui est disponible et attaquer en masse. Et donc, on va parler juste après, on va recommencer ce live et on va expliquer justement comment se servir de toutes les forces disponibles pour balancer. On se retrouve numéro 2 de ce live. Oh yeah, te revoilà. Ok, donc. Ok, alors pour répondre à ton truc là de guerre totale, ça me faisait rire. Pour ceux qui vont commencer par ce live-là, il faut que je donne la fin du précédent. Donc, on a fait la part 1. Là, on est en part 2 avec Guillaume. Je vous refais la question que je vais poser sur la part 1, par laquelle on a terminé. Guillaume a parlé de guerre totale. Et donc, la guerre totale n'est pas un terme anodin. Pour ceux qui connaissent, comme je le disais juste avant, Clausewitz, l'espèce de Prussien qui avait une théorie, une doctrine assez intéressante sur la guerre totale, Clausewitz expliquait un truc. Si jamais vous vous faites attaquer et que c'est la guerre, il n'y a pas de règle. Dans le sens où il a dit, vous devez mobiliser toutes les forces disponibles et attaquer massivement. Donc évidemment, il parle de ce type d'attaque quand on a franchi le palier. Vous savez, juste avant, Guillaume expliquait que voilà, ça doit se faire par palier. Vous voyez, on monte en pression en palier. Donc évidemment, vous lancez pas, c'est pas au moment où vous vous faites envoyer, enfin, vous faites attaquer. Sinon, vous cassez point, Daga.
Sinon, Mais vous oui, passez pour un tu dingue. passes pour un espèce de débile, genre disproportionné, quoi. Genre, mais attends, on t'a juste posé une question et toi, tout de suite, tu sautes dessus. Donc, c'est pour ça qu'il faut monter graduellement. Mais à partir du moment où on a atteint le pic, là, c'est guerre totale. Donc, vous devez, vous, au niveau de votre business, prendre toutes les forces disponibles que vous avez, votre réseau, votre argent, vos connaissances, vos amis, voire même vous servir parfois de vos ennemis pour attaquer l'ennemi en profondeur et l'assécher. Donc du coup, revenons sur cette guerre totale. En termes de guerre totale, au-delà de l'attaque, dans le phénomène de guerre totale, il y a aussi le concept de protection. Je vous donne un exemple très simple. À l'ère d'Internet, si vous sentez qu'il y a des forces qui vous attaquent, vous devez doubler votre vigilance sur la sécurisation de vos données, de vos sites Internet, ce genre de trucs. Dans le côté guerre, il y a le côté protection. Dans les sports de combat, attaquer, c'est bien pour faire mal, mais si vous n'avez pas de défense, vous êtes mort. Donc aussi garder ce côté attaque-défense. Je vous donne un exemple très simple de guerre totale. La coalition contre Napoléon. On va la faire courte. Napoléon est un mec à 20 ans qui a dit oula, je vais peut-être faire un truc à Paris. Il a pris une barque, il est monté à Paris, il a défoncé tout le monde, il a pris le pouvoir, il a fait un empire. Il a dit écoutez-moi, bande de fils de pute, ça fait 8 siècles que nos voisins nous emmerdent. Donc je vais leur expliquer comment ça se passe. Il est arrivé chez l'un, il les a défoncés. Il est arrivé chez l'autre, il les a défoncés. Il est arrivé chez l'autre, il les a défoncés. On était au haut d'une colline. Il a dit ils sont quoi là, 20 000? Et nous, 5 000? Bah, c'est pas grave, on va les défoncer. Bam, il les a défoncés. Première coalition. Contre lui, 6 pays qui se liguent, qui finissent par le faire tomber, aidés par des fils de pute de concurrents de royalistes français, bien évidemment. Le mec emprisonné sur une île, il dit non mais attends, moi ça me va pas du tout, je veux revenir, je vais les redéfoncer. Donc le mec atterrit à côté d'Ir-les-Palmiers, grimpe 100 jours, se fait rallier par son armée, remonte, les redéfonce collectivement. Deuxième coalition, et le mec va mourir parce qu'en fait il avait tellement la folie des grandeurs que le mec s'est retrouvé au Kremlin. Donc le mec est allé vraiment loin. Hein. Hein. Les Russes complètement désemparés quittent le Kremlin et disent bon bah on s'est tellement fait défoncer, ce qu'on va faire c'est que attends, qu'est-ce qu'on peut faire comme stratégie? On va brûler la ville et on va attendre que l'hiver arrive, comme ça il va mourir. Ça a pas loupé, il était pas prêt, brûler la ville, plus de toit, froid, la grande armée qui meurt, Napoléon qui perd et là il l'a envoyé dans un bled tellement paumé que. Mais c'est pour vous expliquer que ce mec-là s'est fait battre pas par un pays, pas deux, pas trois, pas quatre, Pas pas 5. cinq, 6. Et ça, c'est de la guerre totale. C'est-à-dire que non seulement ils l'ont attaqué autour, en faisant les coalitions, ils l'ont attaqué dedans, parce qu'évidemment, les enjeux politiques faisaient qu'un empereur, alors qu'on voulait réinstaller une monarchie, ça marchait pas trop. Donc, c'est vraiment pour moi la bonne image de guerre totale. C'est-à-dire que si ces ennemis n'étaient pas rentrés en guerre totale, et il faut pas croire qu'à cette époque-là, les Prusses et les Anglais et les Espagnols, c'est les meilleurs copains. C'est d'autres mecs qui se tapent sur la gueule depuis 100 ans. Et à un moment, ils ont mis leur conflit de côté en disant, bon, là, faut vraiment qu'on y aille. Un autre exemple de guerre totale, c'est Pol Pot au Cambodge. Pol Pot pète les plombs, Khmer Rouge, il découpe la gorge, parce qu'en fait, eux, là-bas, ils découpent pas, ils tuent pas les gens, les balles, ça coûte trop cher. Donc en fait, ils prennent les cheveux et ils passent la carotide sur un palmier, le mec se vide de son sang. 2 millions de personnes en 15 jours qui décèdent, des charniers, une horreur. Les Thaïlandais, qui sont quand même pas super potes avec les Cambodgiens, disent non mais là, le mec va tellement loin que en fait, ils se sont alliés avec le côté opposé de Pol Pot, hein, et ils sont venus défoncer Pol Pot parce que sinon le conflit allait partir tellement loin que derrière les Khmers, il y en a au Bangladesh, il y en a partout, et donc ça aurait pu être un truc complètement ouf en fait. Donc à un moment, des gens qui sont ennemis s'associent pour défoncer ça. Donc moi, ça m'est jamais arrivé de devoir m'associer avec des ennemis pour faire tomber quelqu'un. D'ailleurs, moi en fait, je n'ai jamais dû rentrer dans ce concept de guerre totale parce que c'est jamais allé assez loin. Mais je suis assez fan de la transversalité des choses dans la vie de tous les jours. Donc, par contre, dans mon métier, dans mon ancien métier, le concept de guerre totale, je l'ai complètement acquis. J'ai essayé, par exemple, de régler le conflit. Je parlais de l'affaire de mon père tout à l'heure. J'ai essayé de régler le conflit à coups de claque au début. Ça n'a pas marché. Les mecs n'ont pas compris. Et on continue à me clasher. Là, j'ai fermé les poings, je les ai couchés. Il faut qu'à un moment, vous, Français, derrière votre téléphone,
il faut à un moment que, je répète, il faut vous décomplexifier avec la violence et ne pas croire que parce que vous êtes décomplexé de la violence, vous êtes un violent pour rien. Je vais refaire le parallèle avec le tir et tu vas comprendre ce que je veux dire. Quand j'ai commencé à me mettre au tir, on m'a expliqué que les gens qui avaient des armes, c'était que des dégénérés irresponsables qui rêvaient de tirer sur tout le monde. J'ai rarement rencontré des gens aussi responsables de leurs actes et aussi responsables, conscients de leurs responsabilités que les gens que j'ai croisés dans le tir. Quand tu as une arme dans la main avec des cartouches, tu as le droit de vie et de mort sur ton entourage. Donc, vous devez comprendre un truc, c'est qu'il n'y a pas de taré dans le tir, en fait. Des frères Kouachi sont pas allés prendre une licence de tir pour tirer, en fait. Ils sont allés dans une cité, ils ont pris des calaches, ils ont tiré, ça n'a rien à voir. Quand on fait du tir, quand on fait des arts martiaux, c'est pareil. L'art du combat, j'ai rarement rencontré des gens aussi calmes, aussi posés et aussi réfléchis de leurs actes que des combattants. Alors que les bourgeois bobos gauchos vont t'expliquer que les clubs de MMA sont remplis de racailles de merde, les clubs d'arts martiaux sont remplis de bagarreurs. C'est faux. Les bagarreurs ne vont pas dans les clubs et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je les ai reçus comme tant d'autres coachs. Je suis pas exceptionnel, hein. Mais tous les coachs font ça. Vous avez un mec qui veut juste se battre, qui rentre dans votre club, vous le voyez direct. Vous savez ce que vous faites? Vous le défoncez. Net. Tu veux te battre? Ça se voit. Il tape sur tous les débutants. Il veut montrer qu'il est là. D'un coup, il va prendre un coach plein fer. Le mec va râler, partir, ne plus jamais revenir. Donc, faire croire que les gens qui s'entraînent et qui sont violents et qui s'entraînent à maîtriser la violence sont des gens violents par nature et qu'ils adorent ça, c'est faux. C'est faux. Quelqu'un qui va dans un club de tir, qui fait l'effort d'aller tirer, qui fait l'effort de s'équiper, c'est pas quelqu'un qui fait ça pour tirer sur tout le monde. C'est quelqu'un qui est conscient de la vie, qui est conscient du danger. Maintenant, j'aimerais que les bobos gauchos qui nous expliquent que la violence c'est pour les méchants m'expliquent comment Victorine aurait pu s'en sortir autrement que par une extraordinaire violence. Comment le professeur qui vient de se faire décapiter en région parisienne aurait pu s'en sortir à part en faisant preuve d'une extrême violence. Bon, le mec s'est fait décapiter, donc le niveau pour s'en sortir, c'est là il faut une arme et le tirer à moins de 7 mètres parce qu'une arme blanche est plus létale qu'une arme à feu à moins de 7 mètres. Mais un mec se rue sur vous avec un hachoir, à 10 mètres, faut le buter. Mais vous pouvez pas parce qu'en fait, les armes dans votre tête, c'est pour tous les fans de Trump parce que Trump est un enculé pro-armes. Donc comme BFM TV vous a fait croire que Trump était le dernier des Mongoliens et que tous les gens qui aiment les armes, ce sont des Mongoliens, eh ben vous continuez à vous balader dans la rue comme si de rien n'était, alors que les rapports de la DGSE vous expliquent que s'ils étaient pas là, le monde serait en charpie depuis déjà 5 ou 6 ans. Il y a des gens qui se font décapiter, violés. Là, c'est n'importe quoi, là. Et il y a toujours un fils de pute de Bobo Gaucho qui vient à BFM vous dire « Non, j'aimerais bien qu'on me donne des statistiques comme quoi la délinquance a augmenté parce que moi, je ne crois pas. Expliquez-moi quand est-ce qu'en 1960, des gens se faisaient décapiter dans la rue ?» Et donc demain, il va y avoir des gens qui sont pour le port d'armes aux citoyens et on va les faire passer à BFM TV par les Bobo Gauchos pour des tarés. Non mais attends, où va le monde quoi? Des gens armés dans la rue. Comme si les gens voulaient s'armer dans la rue pour buter des gens. Gratos. Non mais, allô. Et donc, il faut remettre la violence dans ce truc-là parce que là, le live, c'est comment je réponds aux attaques. Il n'y a pas un schéma. Il n'y a pas un schéma. Il n'y a pas une attaque. Dans la vie, je suis agent de sécurité. Prenons cet exemple-là. On peut m'attaquer verbalement. Donc, il y a une forme de réponse. On peut m'attaquer physiquement, mais sans grande chance de me faire des dégâts. Il y a une réponse. On peut m'attaquer en mettant ma vie en danger et celle de mes clients et celle de mes partenaires de travail. Il y a un autre degré de réponse. Dans le boulot, c'est pareil. La concurrence vous attaque. Et premièrement, pourquoi il y aurait que la concurrence qui vous attaque? Moi, des fois, je me fais attaquer par mes clients. Des fois, je me fais attaquer par des concurrents. Des fois, je me fais attaquer par des gens qui n'ont rien à voir avec mon boulot. Quand je me fais clasher par des kinés, est-ce que moi, je prends la carte vitale? Est-ce que moi, je masse des vieilles? Non, mais vraiment, en quoi on est concurrent avec un kiné, en fait? Pourquoi il m'attaque? Donc, déjà, les attaques ne vont pas venir que de votre concurrence. Et quand bien même, il faut traiter la même chose, que ça soit un concurrent, que ça soit quelqu'un d'autre.
déjà, il y a une proportionnalité. Mais le coup de j'attends de prendre bien tarif pour répondre, c'est ouf complet. Vous pouvez être dans la réaction tant que ça reste dans une proportion raisonnable. À partir du moment où la personne tente de vous mettre à terre, que ça soit dans le combat physique ou que ça soit dans le combat commercial, là, il n'y a aucun retour possible. Et donc, il faut un côté jusqu'au boutiste. Il n'y a pas de survie financière ou de survie financière ou de survie physique sans jusqu'au boutisme. Qu'est-ce qu'on fait dans un stage de survie? On prend un mec, on lui file un couteau, on lui dit « à dans 4 semaines ». C'est du jusqu'au boutisme absolu. Vous êtes en train de monter votre boîte. Moi, j'ai monté ma boîte, je me suis pas payé pendant 3 ans. J'ai bossé tous les week-ends. J'ai enchaîné 3 boulots. Tu vois quoi de plus jusqu'au boutiste? C'est clair. J'aime tellement mon boulot que j'étais en zone rouge pour monter en Belgique. J'y suis presque rentré clandestinement en Belgique pour donner un séminaire. Je connais 9 personnes sur 10 qui auraient dit excusez-moi, étant du Var, j'ai vu sur le site de l'ambassade de Belgique que je ne pouvais pas venir en Belgique, donc j'annule ou je reporte. Au revoir. Nique ta mère. Vous allez m'empêcher. Vous allez m'empêcher de donner un séminaire. Alors que chez moi, il y a un mec malade par hôpital. On a vu personne qui avait le Covid depuis 6 mois. Toi, tu vas m'expliquer que moi, je dois faire la chose. Moi, je suis jusqu'au boutiste et c'est pour ça que je suis dangereux. Parce que je suis jusqu'au boutiste. Je suis jusqu'au boutiste dans la maîtrise de ce qui m'intéresse. Donc, je ne suis pas un ninja, je ne suis pas un force spéciale, je ne suis pas John Wick, je ne suis pas Jason Statham, mais je sais que à la bagarre, j'ai assez appris pour être serein dans ma vie. Ouais. Je ne suis pas serein, je suis vigilant, mais je suis sûr de moi, c'est ça que je veux dire. Dans mon métier, je suis jusqu'au boutiste. Donc, je suis parti plusieurs fois aux États-Unis, plusieurs fois en Angleterre, plusieurs fois au Canada. J'ai fait venir les meilleurs coachs du monde en France parce que je suis jusqu'au boutiste. Donc, dans la maîtrise de mon métier, je suis allé jusqu'au bout et je continue. J'ai créé une certification de coaching, mais j'en suis 3 à côté. Pendant le confinement, j'ai fait une formation de préparateur mental, d'hypnothérapeute. Je suis jusqu'au boutiste dans mon acquisition. Et dans le combat, je suis jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que si tu déclenches, tu as vraiment intérêt à vouloir survivre plus que moi. Parce que moi, je vais pas m'arrêter. T'aurais vu ce qui s'est passé avec l'histoire de mon père, mon gars. Il y a une caméra, c'est ça qui m'a niqué. Je me suis retrouvé avec des pénaltys devant la caméra de la police municipale. Ça s'est pas très bien passé. Jusqu'au bout. J'en prenais, j'en mettais. Au bout d'un moment, le mec a cédé. Enfin, les mecs ont cédé. Et j'étais inarrêtable. Moi, tant que le mec était pas terminé, je ne m'arrêtais pas. Et les coups que je prenais ne me faisaient rien. Je partais avec une balle de tennis comme ça à l'hôpital. Ça ne m'a rien fait, je n'avais rien. Jusqu'au boutiste. Le problème, c'est que le français moyen, il est dans la demi-mesure. Tu vois? Il est là, il veut un peu manifester, mais il veut pas mourir. En fait, quand tu commences à mettre une balle de flashball dans l'œil, ben bizarrement, il y a 800 000 personnes qui reculent. En 1789, tu pouvais les empaler avec une baïonnette. Les mecs avançaient. Ah, tu m'empales? Boum dans ta gueule. Le Christophe Détinger qui a boxé un gendarme, c'est pas bien. Je n'appelle pas les gens à boxer les gendarmes. Mais lui, à un moment, il a dit, OK, c'est allé trop loin, je décapsule. Il a explosé 10 gendarmes dans des plastrons balistiques à coups de poing. Et si le mec ne se rend pas, il le retrouve pas. C'est lui qui va au commissariat qui dit, ouais, les gars, désolé, bon, c'est un peu dégénéré, etc., etc. Moi, je juge pas les gendarmes, mais je juge pas Détinger. Je viens manifester, je vois des trucs de ouf, je sais pas qui c'est qui a commencé, je suis un peu chaud, tu viens vers moi. Moi, j'ai déjà eu j'ai des amis flics. J'en parle avec tous les jours au sujet du tir. Je respecte la communauté des forces de l'ordre. Mais j'ai eu des problèmes aussi avec eux.
Et il y en a 2 qui ont valsé un quart d'heure avec moi parce que j'ai refusé qu'ils me notent, parce que c'était pas du tout justifié, tu vois. Donc il y a de tout dans tous les métiers. Il y a des coachs sportifs excellents, il y a des flics excellents, des gendarmes excellents, il y a des cons partout, ok. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est que le français moyen en 2020, il est pas jusqu'au boutiste. Il est demi-mesure. Il veut manger vegan, mais 3 semaines, mais il veut pouvoir quand même manger un steak. Il veut gagner bien sa vie, mais par contre, il veut pas travailler. Le français moyen, faut qu'il gagne 3000 balles par mois, mais si tu lui expliques que pour ça, va falloir qu'il en gagne 700 pendant 3 ans et qu'il fasse 50 heures semaine, il te dira non. Non, il y va pas. Il va pas. Il va chercher un petit boulot à 1300 balles, 35 heures, et il se plaindra toute sa vie de son métier de merde. Mais il est pas jusqu'au boutiste. Je vous conseille de devenir un jusqu'au boutiste mesuré. Si vous êtes un jusqu'au boutiste dans tout, dans une demi-heure, vous êtes mort à peu près. Premier mec qui vous déclenche, vous foncez. Ah ouais, je suis sûr que tu peux pas boire 10 litres d'eau d'un coup. Ah ouais, je peux pas. Vous êtes mort. Non, vous devez pas être con. Mais par contre, dans la connaissance de votre sujet, dans la maîtrise de votre métier, je vous conseille d'être jusqu'au boutiste. Dans le respect, le niveau de respect acceptable, je vous demande d'être jusqu'au boutiste. Et dans le maintien de vos valeurs, je vous demande d'être jusqu'au boutiste. Anecdote très simple, j'ai déjà viré des clients parce que chez moi, on ne bitche pas sur les autres clients. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir des affinités. On est 150, 200, 250 par salle. Il y a des gens que tu vas adorer. Il y a des gens que tu vas pas aimer. Mais par contre, dans la salle, tu parles pas mal de qui que ce soit. Et encore moins dans le dos. Si un jour les gens viennent se voir à la salle pour se dire les choses entre 4 yeux, why not? Mais alors le bitching à l'opposé de la salle pendant que la personne elle est pas là, non, c'est mort. Ça chez moi c'est no way. Et moi j'ai déjà viré des gens pour ça. Mes partenaires me disaient non mais là tu vas un peu loin quand même. Oui. Ah bon? Et à ce moment-là, j'étais à 2 doigts de virer mes partenaires. Ouais. C'est pas moi qui suis jusqu'au boutiste. C'est que chez moi j'ai un système de valeurs. Et si en plus t'es dans mon équipe et que tu me dis que je vais trop loin, t'es un malade. T'es un malade et je vais te virer toi aussi. Donc, le jusqu'au boutisme, ça va jusque là. Il y a un moment, vous avez des valeurs. Vous pouvez pas vous asseoir dessus. Vous faites en sorte toute la journée auprès de vos amis, etc., de ne jamais bitcher sur personne. Vos clients le font. Vous devez les virer. Et si vous les virez pas, vous êtes une putain de baltringue. Si vous pensez aux cotisations que vous perdez et que vous laissez faire ça chez vous, vous êtes des baltringues. Donc, dans ce côté comment répondre aux attaques, mais qu'elles soient de la concurrence ou quoi que ce soit d'autre. 1, la première règle, c'est la proportion. 2, quand les limites sont franchies, c'est le jusqu'au boutisme. Et là, à mon avis, quand vous respectez ces 2 trucs, si vous êtes jusqu'au boutiste sur votre contenu, à chaque fois qu'on va vous clasher, vous aurez l'argumentaire, donc vous serez à l'aise. Au contraire, ce sera une nouvelle manière de transformer ce bordel en quelque chose de financièrement intéressant. Tu me clashes sur mes compétences, je prends, mais je suis tellement balèze que je vais faire un live Insta et je vais étaler mes connaissances. Tu me clashes sur un 20 000 cas en une semaine. Et je lève 20 000 cas en une semaine, ça me pose pas de problème, moi. Continuez à me clasher, les mecs. J'avais même fait une story en disant, ce que mes haters n'ont pas compris, c'est qu'ils me rapportent de l'argent parce qu'ils me donnent des idées. En préparation mentale, j'ai enregistré qu'à chaque fois qu'on m'envoie un truc négatif, j'en fais un truc positif. Je vais te raconter une anecdote. Tony, tu vas te pisser dessus de rire. J'ai lancé un programme qui s'appelle Ops Priority. C'est un programme d'entraînement simple. Pas d'haltéro, pas de gymnastique de ouf. Simple. Ok. On devient opérationnel. Il y a un mec, il est venu sur Instagram. Oui, tu comprends, t'es pas un ancien militaire. Être Ops, c'est quand même autre chose. Je pense pas que tu sois de taille à faire un programme. Alors, je vais t'expliquer ce que j'ai fait. 1, j'ai fait un live où j'ai parlé de ce mec en le ridiculisant. J'ai pas donné son nom. 2, j'ai changé le nom de ma prog. Je l'ai appelé Action Man. Et mon infographiste, il a pris le logo du bonhomme Action Man, il a mis un watt, et notre programmation s'appelle Watt Action Man, pour les hommes d'action. C'est-à-dire que tu m'as clashé, alors j'ai fait encore mieux. Parce que Action Man, personne n'avait osé le faire. Puis c'est pas vraiment opérationnel, t'es juste Action Man, quoi. Donc t'es prêt à tout, t'es un Action Man. Voilà. Tu peux pas me faire chier sur le côté Ops. Par contre, les gens ont trop rigolé parce que j'ai annoncé dans le live que j'allais le faire. Et d'ailleurs, je l'ai fait. Donc les gens se sont dit, ah non, le mec, il est ouf. Et en plus, ça m'a fait faire un logo tellement beau.
et j'ai pas mesuré, mais ça m'a rapporté de l'argent. C'est ça. Le mec, au-delà de ça, je l'ai blacklisté. Ça, c'est aussi un truc que vous devez faire. Vous vous laissez trop impacter. Ouais. Vous êtes trop dans l'émotionnel. Les gens vous clashent, ça vous impacte. Bloc. T'es qui, toi? T'es qui, toi, en fait? T'es qui? Le mec m'a clashé, tu sais ce que j'ai fait? J'ai dit, attends, regarde, bouge pas, bam! Ban. Ciao. Ciao! Tu ne m'intéresses pas, en fait. Ce que tu me dis n'a rien à dire. Donc, en fait, je vais te répondre parce qu'on est dans la proportion. Et il y a un moment où, en fait, je sature, je m'en bats les couilles, je retiens ce que tu m'as dit. Je vais faire mieux. Je vais faire beaucoup mieux grâce à la négativité que tu m'as envoyée. Mais par contre, je vais quand même te ban pour que tu aies une somme de ouf. Et en fait, tu devras aller voir sur les autres pages pour voir mon travail. Comme une fille, en fait. Voilà, pour venir me voir. Ça, c'est un truc aussi que vous ne faites pas. Quand quelque chose vous heurte, vous le prenez trop personnellement. Je peux raconter cette anecdote. C'est une fille qui s'appelle Célia Gaviani, qui est une fille incroyable, très bonne athlète, etc. Et elle a une tellement grosse visu sur Insta, je crois qu'elle a dépassé les 500K, évidemment, il y a toujours des messages chelous entre ceux qui lui demandent des photos de ses pieds et ceux qui lui disent que comme elle a un physique d'athlète, ça leur plaît pas, c'est dégueulasse, on dirait un mec. Et cette fille est très sensible, a profondément été heurtée par ces attaques. Jusqu'au jour où, et ça a été très long, elle a accepté dès qu'elle lisait un truc négatif, faire ban. Et en fait, vous imaginez que vous perdez un prospect, vous perdez la visu sur un client. Mais en fait, si vous êtes le numéro 1, parce que vous avez respecté ce qu'on vous a dit, on vous a dit fondamental jusqu'au boutisme dans les connaissances. Vous êtes le numéro 1. Vous êtes arrivé, vous étiez derrière, moi j'étais derrière. Maintenant, je suis numéro 1. Et si vous n'êtes pas d'accord que je suis numéro 1 dans mon domaine, il faut venir m'expliquer pourquoi je suis pas numéro 1. Et il faut des chiffres. Parce que moi, j'ai les chiffres. Je peux vous dire que je suis numéro 1. Maintenant, les attaques, je les lis. Parce que ça motive à créer dans un quart d'heure, une fois que le sum est passé, quelque chose de positif. Et derrière, je banne. J'ai une liste de ban de ouf. Et c'est génial parce qu'une fois que j'ai ban, je respire, paf, je passe à autre chose. Vous le prenez perso, vous cherchez un lien logique. Oui, mais pourquoi il me clash? Je l'ai dit en prémisse. Il n'y a pas de logique. Il y a des mecs qui ont le seum, ils voient un truc, bam, ils vous attaquent. Il n'y a pas de logique. Vous les connaissez pas, ils vous ont rien fait. Donc, le côté aspect à la concurrence, c'est sympa. Mais tu dois comprendre qu'on va t'attaquer. Concurrence, pas concurrence. Ennemi, pas ennemi. Le mec qui m'a clashé, je t'ai raconté, la dernière grosse attaque que j'ai eue, c'était pas un ennemi, il était pas sur ma liste des bans. C'était un pote qui me posait des questions des fois. C'est un mec qui me posait des questions des fois. Et le mec me clash en secrète de dos. Ban. Ban. Et je lui ai coupé en deux. C'est-à-dire que j'ai fait un post ultra argumenté où je le défonce et où il peut pas répondre parce que je l'ai ban. Donc en fait, il peut juste, 1, avoir le seum, mais violemment. 2, pas répondre. 3, essayer par post interposé de me clasher. Mais en fait, ça marche pas parce qu'il a une communauté de 2000 bolosses et moi, j'ai 14 000 personnes. Et en fait, moi, les gens, j'ai tellement clashé de gens que les gens qui tentent de me reclasher, ça marche pas. En fait, c'est un peu comme quand tu essayes d'effrayer Conor McGregor à la conférence de presse avant l'UFC en lui disant non mais de toute façon je vais te prendre, je vais te rointer, je vais te niquer au premier round. C'est ce que fait McGregor et c'est ce que tout le monde a dit sur lui et c'est ce que personne n'a fait en fait. Donc, ben, ça marche pas en fait. Donc l'autre concurrent qui essaie de vous tacler, si vous êtes le boss, il passe juste pour un rageux. Et c'est ça la vraie source. C'est que moi, je n'ai pas d'ennemis, je n'ai que des rageux. Parce que par leur action, ils ne prouvent pas qu'ils sont ennemis. Pour être ennemi, il faut pouvoir m'attaquer. C'est même pas un ennemi de Napoléon, parce que c'était rien. La première et la deuxième coalition, c'était l'ennemi de Napoléon, parce que c'était à sa hauteur. Moi, un mec qui fait des programmations CrossFit en France, je vous le dis, il n'existe pas. Actuellement, il n'existe pas. Il n'est rien. C'est même pas un concurrent. Après, il va tenter 2-3 clashs pour essayer de se faire du buzz sur mon dos, mais je vais tellement le concasser et je vais tellement prouver ma compétence grâce à lui que c'est l'inverse qui se passe. C'est que moi, je fais du bif
sur l'occasion qu'il m'a donnée de me présenter, moi et mes compétences. À l'inverse total. Lui, il va faire 4 vues. Les gens qui ne m'aimaient pas, ils vont aller mettre un pouce sur son post. Ils vont aller mettre un clap-clap. Ils vont aller mettre un bonhomme qui sourit. Et après, Et ça va lui rapporter quoi, lui? Rien. Moi, j'ai gagné des nouveaux clients. J'ai gagné des nouveaux followers. J'ai tout gagné. Je l'ai écrasé. Donc, voilà. C'est vraiment pour moi l'ensemble des fondamentaux et vous devez déconnecter le lien logique entre l'attaque et sa cause. Ouais. Être juste vous-même, vous allez vous faire clasher. Voilà. Moi, j'ai vu des gens adorables se faire clasher. Je refais un parallèle par rapport à la survie. Après, j'aurai fini. Il est prouvé en survie que les premiers qui se font agresser sont ceux qui font le moins peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous avez rien demandé et qu'on vient quand même vous chercher. Ça, c'est très, ça, on le retrouve partout. L'agresseur ne va jamais chercher un mec qui va lui répondre. Il va toujours tenter sur une proie facile. Bon, dans le business, les gens vont clasher dans un but commercial. Mais dans la vie de tous les jours, vous pouvez payer vos impôts, regarder droit devant vous, faire chier personne. Il y a toujours un mec qui va tenter de vous niquer dans la file d'attente. Il y a toujours un mec qui va croire que vous avez freiné pour lui faire une queue de poisson et qui va devenir fou et tenter de vous faire des queues de poisson. Il y a tout. Ça va arriver tout le temps, ça. Donc, en fait, que vous ayez fait des trucs, que vous ayez une image, une grande gueule, blablabla, ou pas, il y a des gens qui se lèvent le matin et qui vont venir vous péter les couilles. Donc, si vous cherchez un lien logique, vous allez être paralysé. Et vous vous retrouvez dans le schéma dans lequel l'école vous met. Violence, c'est pour les méchants. On répond pas directement, on va voir la maîtresse. Quand on est adulte, on va à la police. Moi, je suis pas censé répondre à un clash par un clash. Je suis censé screenshotter, enregistrer, aller porter plainte pour diffamation. Quand mon père s'est fait agresser gratuitement, 65 ans, par 3 sacs à merde, la réponse que le tribunal m'a dit, c'est que moi, je me suis vengé, c'est de l'acharnement. Donc, je suis agresseur. La bonne réponse, ça aurait été qu'on appelle la police. Mon père a le temps de se faire tuer 10 fois. Et c'est la justice qui aurait dû intervenir. Quand tu sais qu'un mec, le Ludovic Bertin qui a buté la Victorine, il est dehors dans le mi-temps, t'imagines bien que les mecs qui ont vidé une poubelle sur mon père, eux, ils auraient fait un aller-retour, tu comprends? Le mec qui a fait ça, il a 15 lignes à son casier judiciaire. Et je suis quand même jugé comme agresseur. Tu vois? Que penses-tu de la stratégie de brûler sa flotte que les Grecs utilisaient dans l'Antiquité? Je connais ça, mais j'arrive pas à voir le lien logique, Rémi. Si tu arrives à nous le développer, je peux répondre. Comment toi tu fais quand t'es attaqué? Dis-moi, parce que moi je ne savais même pas que le grand Tony Jazz était attaqué. Le grand Tony Jazz. Alors attends, je vais revenir sur une chose que tu as dit tout à l'heure. Il a dit ne prenez rien personnellement. J'aime bien donner des références de livres. Les 4 accords Toltec. Il y a l'un les 4 accords Toltec. Vous avez un principe qui est ne prenez rien personnellement. Mais il a donné une bonne solution. Surtout sur les réseaux, ou si vous avez un business qui est notamment sur les réseaux, on vient vous attaquer. Alors moi, ma technique, enfin, je te parlerai de mon autre technique, mais ma technique quand on m'attaque, c'est je screenshot, je te balance en story, je cache pas ton nom, je cache rien, ni même ta photo, je te mets en gros, et je dis aux gens, répondez-lui. Et après, je mets tout ce que les gens ont répondu, ben, je le remets en screenshot derrière. Donc comme ça, moi, en gros, tu m'attaques, je te montre bien que j'ai pas peur et que je t'affiche en number one. Et après, je te bloque parce que j'ai autre chose à faire et que il est vrai que comme tout le monde, généralement, moi, quand on m'attaque, je passe par ces fameuses 15 minutes de seum où moi, je suis là, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais j'ai rien fait. Moi, je suis le mec le plus cool de la Terre et tu viens me péter les couilles, bordel. Donc, tu vois, ça monte comme ça. Et puis après, je suis un peu mal. Et puis après, je prends mon armure et puis je viens de défoncer, quoi, avec toutes mes armes. Maintenant, pour ceux qui me connaissent personnellement et qui connaissent ma manière de gérer les problèmes, comment je fais? Alors moi, c'est très simple. Il faut savoir que moi, je souris tout le temps. Donc les gens ont une tendance à me voir comme quelqu'un d'hyper cool, hyper gentil. Ce qui est vrai, je suis un mec cool, je suis gentil, et il est vrai que je souris tout le temps. À l'école primaire, on m'appelait Tony la joie. Donc c'est pour dire à quel point, depuis quand je souris tout le temps, quoi, constamment. Par contre, à partir du moment où je passe du mec hyper cool au moment où tu viens m'attaquer, pour ceux qui regardent ce live et qui me connaissent bien, vous savez que cette super tête de mec gentil et souriant devient un dingue.
genre un fou. Mais je tourne malade, mec. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le principe de guerre totale, tu le connais. Et c'est notamment pour ça que la plupart des clients qui passent par moi, politiques ou entreprises, généralement grosses boîtes, généralement gros politiques font appel à moi, c'est qu'ils connaissent ma petite tête de gentil, mais ils savent très bien que quand je commence à me mettre en mode fou, le principe de guerre totale où on prend toutes les forces à disposition pour venir t'éclater, je le prends direct et c'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que mais moi je vais jusqu'à chercher tes propres ennemis, la famille de tes ennemis, tous les gens, je vais chercher tous les dossiers, je vais tout chercher et je vais tout lancer. Donc c'est pour ça que généralement Jusqu'au les gens, boutisme. hein? Jusqu'au boutisme. Ah mais c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. J'ai une tendance jusqu'au boutisme qui est exacerbée et je me reconnais vraiment quand tu dis qu'il faut vraiment être jusqu'au boutiste. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait tu déclenches une machine bulldozer et ta seule envie c'est d'écraser complètement. Alors, Tu deviens je fou. vais te raconter un truc. Je vais te raconter un truc que j'ai dit un jour à un mec qui m'a clashé. Et ce qui est drôle, c'est que, en fait, quand je lui ai dit ça, le mec a fait machine arrière. Je lui ai dit, tu sais l'erreur que tu viens de faire, c'est que, en fait, tu crois que je suis con. Donc, tu sous-estimes mon niveau d'intelligence. Là, le problème, c'est que tu es devenu ma target. Et ce que t'as pas compris, c'est qu'on n'en arrive pas où je suis en partant d'où je viens, en étant con. Et en fait, toute mon énergie psychologique va être orientée pendant toute la semaine qui arrive à te baiser. Et je vais te montrer à quel point j'ai de la puissance psychologique. C'est-à-dire que là, je suis devenu ma cible et tout ça Tout ce qui est qui m'a disponible. permis de créer ça, c'est entièrement focalisé sur toi. Entièrement. Et je t'assure, à partir, tu vas vraiment me respecter pour mon intelligence. Le problème, c'est que tu auras été la cible. Et le mec, il a fait silence un quart d'heure et il m'a fait un ouais, bon, ouais. C'est parce que j'ai voulu dire. Ouais, en fait, le mec est vraiment loin d'être con. Si je regarde ce qu'il a fait ces 8 dernières années, tu peux pas être con pour faire ça. Et là, ça pue vraiment, vraiment la merde. Donc ça me fait rire. Au passage, petit truc pour vous expliquer qu'il faut rien prendre personnellement. Je suis sur mon téléphone. Alors, je vais pas vous montrer les noms parce que c'est des gens qui viennent de payer des trucs. Alors, respect, ils viennent de me donner de l'argent. Mais là, je suis sur mon portable à côté. Je regarde un peu vite fait. On a fait une offre sur mon site internet avec une grosse promo là jusqu'à demain. Et je regarde les noms parce que vous savez, quand vous payez par PayPal ou Stripe, j'ai un peu votre nom qui s'affiche. Il y a des gens qui me clashent. Et ils achètent. Qui me clashent. Et qui sont dans cette liste-là. Et qui viennent de payer 150 à 200 balles pour m'acheter mes programmes. Pourtant, vous allez aller les voir pendant que je suis pas là. Vous allez leur dire, ils vont dire, ouais, c'est un con, il parle trop, il fait trop le beau. Mec, tu le sais pas, mais sur son ticket de carte bleue, il y a écrit We Are Athletic, là. Le premier gros coup que j'ai fait un livre qui s'appelait Protocole de PM où j'expliquais mon concept de réathlétisation. J'ai vendu pour 5000 € en 72 heures de PDF à 14,99 €. Putain, je m'en souviens. Et il y avait beaucoup de gens qui faisaient PayPal. Et alors là, j'ai même pas cherché, il y a le nom qui s'affiche direct. J'étais chez Karine à Bordeaux, c'était ma première grosse vente. Je regardais. Oh con! Même lui, il l'a acheté, quoi. Même lui. Un mec qui m'avait défoncé il y a 2-3 ans, que j'avais bloqué partout. Eh ben, le mec, je le savais pas. Il regarde tellement mon taf 3 ans après qu'il achète mon premier e-book. Ça, c'est beau. Donc, en fait, j'ai regretté d'avoir une somme au moment où j'ai eu une attaque avec ce mec-là. Parce que je me suis dit, en fait, cette espèce de cave, c'est de me voir avancer qui lui foutait le seum. Et comme je suis toujours devant, ben le mec aujourd'hui me paye. Et là, autant vous dire qu'à l'époque, je vendais des trucs à 14 balles. Aujourd'hui, je vends des trucs à 560 balles. Là, ces 2 derniers jours, j'ai vendu des certifs à des gens que je sais de sources sûres qu'ils me détestent. Mais comme j'ai créé, et encore une fois, si je l'affirme, c'est que je peux le faire, la certification de coaching la plus complète de tous les temps disponible dans le monde et francophone, eh ben, les gens
qui me haïssent, Viennent l'acheter chez toi. s'ils veulent atteindre mon niveau ou rester dans le game, pas de chance. Faut qu'ils payent. Bibi. Donc voilà, dans le côté ne prenez pas les choses personnellement, c'est vraiment important. Il y a que un vous compreniez que ça ne les empêchera pas de là. faire appel à vos services. Peut-être pas directement, mais ils le feront. Ils le feront. Il y a un truc sur la concurrence qui m'intéresse là. Tu sais, il y a ces. Alors, je sais pas si toi, tu as une astuce ou pas, mais tu sais, il y a des gens qui sont autour de toi. Tu lances ton business, tu crées ton truc, c'est tout nouveau, tu es tu sais, t'es hyper spontané, tu es hyper prêt, tu as envie de faire ton truc, tu as envie de te donner le meilleur. Et tu sais, tu as des gens autour de toi qui sont là. Ce sont pas vraiment des amis, disons que ce sont là des gens qui sont là pour te niquer clairement. Comment est-ce que toi, tu arrives à les démasquer? Est-ce que toi, tu as des petits trucs où tu arrives à se dire, ah, ce mec-là, il y a un truc ou cette nana-là? Je vais te parler d'Orlan pour que tu comprennes. Orlan, j'ai vu qu'il n'était pas comme ça parce qu'il a fait preuve de plus de temps, de plus de passion et de plus de rigueur et de respect que n'importe qui. Par contre, je suis pas infaillible, ça m'est déjà arrivé. Un conseil que je peux vous donner, que peu de gens vous donneront, c'est que c'est pas parce qu'un jour vous avez fait confiance à un connard fini qui vous a niqué que vous ne devez pas redonner la chance à quelqu'un. Vous devez juste être plus méfiant. Moi, j'ai une association avec un mec. Ça s'est fini avec perte et fracas physique. Ce mec-là continue à coacher à Toulon et continue à raconter qu'il s'est rien passé. Bon, pas de cul. J'ai fait ça en plein cours devant la salle. Il y a une blinde de témoins. Le mec est reparti vraiment pas bien. Et ça m'a pas empêché de rencontrer un mec exceptionnel qui s'appelle Mika, à qui j'ai fait la boxe à Fréjus et qui quelqu'un de vraiment très bien. Et ça fait maintenant 6 ans qu'on est associés. C'est un mec excellent, vous voyez. Et je l'ai rencontré à peu près à la même période. Donc, un des effets secondaires dans lequel faut pas tomber, c'est de tomber sur un mec qui vous encule. Ça va arriver. Ça va arriver. Encore une fois, cherchez pas le pourquoi du comment. Il n'y a pas de logique. Le mec, il a trouvé une opportunité, il a foncé, il vous l'a mise. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais ne perdez pas quand même ce goût de la collaboration, le goût de l'association. Parce que il y a des gens avec qui ça va merder. Il y a des gens avec qui ça va pas merder. On a fait un live, Tony, sur le sujet de l'intérêt. C'est pas parce que moi j'ai une discussion avec une copine à moi, on s'est gavé alors qu'on s'adore, mais elle me disait que à l'époque je choisissais mes contacts par intérêt. Et on a tout à fait avoué, toi, dans nos lives précédents, toi et moi, que oui, on n'a pas le temps en fait dans nos vies parce que notre temps est précieux. De ne pas choisir les gens par intérêt. Donc, moi, si tu ne m'élèves pas mentalement, physiquement ou techniquement, tu m'apportes rien. Mais oui. Tu m'apportes rien. Sauf donc, si tu je suis pas Mère Teresa, moi, tu vois. Mais oui. Et donc, il faut accepter ça aussi des gens. Moi, je veux garder des mecs dans mon équipe. Je fais en sorte de cultiver leur intérêt du mieux que je peux. Peut-être que je le fais pas bien, hein. Mais j'essaye de cultiver leur intérêt, j'essaie de leur apporter mentalement, physiquement, intellectuellement, pour que ça soit du win-win. Il n'y a pas de mal, c'est encore une fois une doctrine dans la tête, on devrait être amis avec tout le monde, le vivre ensemble, niquer vos mères avec le vivre ensemble, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les Chinois adorent se marier entre Chinois et vivre entre Chinois. Pourtant, on les taxe pas de racistes. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai rien contre les rebeux qui vivent entre rebeux, ça ne me dérange pas. Je n'ai rien contre les Chinois qui vivent entre Chinois, contre les Blancs qui vivent entre Blancs. Même les gens du voyage, ils me dérangent pas. Ils me dérangent, les communautés me dérangent quand elles vont faire chier les autres communautés. Si c'est pour ça pour vous être raciste, vous avez vraiment pas compris ce que c'est le racisme. Au contraire, on adore vivre en communauté. Moi, j'adore vivre avec des gens qui ont mes valeurs. J'ai pas envie de vivre avec des gens qui mangent n'importe quoi, qui sont obèses morbides, qui prennent pas soin de leur santé, qui écoutent pas ma musique. Moi-même, je suis comme ça. Tout le monde est comme ça. Faut arrêter avec cette histoire de vivre ensemble de merde. Ça veut pas dire que par contre, on peut pas cohabiter. Moi, j'ai vu toutes les communautés réunies en Thaïlande, il y a personne qui se tape sur la gueule. J'ai reconnu toutes les communautés vivre ensemble aux États-Unis, il y a personne qui se tape sur la gueule. Et il y a des endroits où il y a toutes les communautés qui sont réunies qui font que ça. Donc c'est pas un problème de communauté. Il y a autre chose derrière. Ce que je veux dire, c'est que il faut accepter qu'aussi les gens soient vers vous par intérêt. Si un mec est intéressé par ce que vous faites, faut pas dire ouh là là, lui il est vers moi que par intérêt, il m'aime pas vraiment pour ce que je suis. Mais ferme ta gueule. Évidemment qu'il est là vers toi pour intérêt. Évidemment, parce que de toute façon, toi, si lui ne t'apporte rien, tu vas le tège aussi. Alors il faut arrêter avec cette conception qu'on doit vivre avec des gens qui nous rapportent rien. Au contraire, une amitié, un amour, c'est du win-win. Si tu m'apportes, je t'apporte. Si tu m'apportes rien, casse-toi. Vous voyez? Et
pour ce côté de bienséance, de bien-pensance, on en revient toujours à ces fils de pute, de bourgeois bobogogistes, qui te donnent des leçons de vie, en fait, de comment on devrait vivre alors qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Bien sûr que vous devez choisir des gens par intérêt, pour ce qu'ils vous apportent. Et vous ne devez jamais oublier qu'eux aussi, vous devez leur apporter quelque chose. Et donc, une fois que le bilan, il est fait, les relations sont saines. Orlan, il est avec moi parce que je le fais rire, parce que je l'entraîne, parce que j'en fais un meilleur athlète et parce que je le paye. Tu vois? Et je sais que c'est mon rôle de l'élever dans tout ça. Et derrière, quand je lui demande de me suivre comme la compète qu'on organise à Nancy, il prend son week-end, il vient, il cherche pas à comprendre. Quand je lui dis, mec, cet après-midi, j'ai besoin que tu sois à la salle parce qu'il faut qu'on paye, on a des travaux. Ok. Voilà. C'est ça. Et lui et moi, on a une relation saine parce que les bases, elles sont posées. Moi, je vais me casser le cul pour son intérêt. Lui, il va se casser le cul pour le mien. On n'est pas là. Moi, je suis conscient de ça. Je suis conscient qu'il est vers moi pour intérêt. Par intérêt. Et c'est normal. Le mec a 25 ans. Il veut créer sa vie. C'est normal. C'est sain comme relation. Tu vois? Et, toi et moi, on est amis parce que tu me fais rire, parce que t'es bonnard, parce qu'on est dans les mêmes délires. Mais quand tu me poses une question, je suis là. Quand je te pose une question, t'es là. Et on a un intérêt mutuel. Je suis pas là que parce que t'es beau mec et rigolo. Tu m'intéresses aussi pour ce que tu peux apporter et inversement, tu vois. Donc, une fois que c'est posé, il n'y a pas de complexe de « oh, j'ose pas dire, j'ose pas demander ». Les choses, elles sont carrées. Voilà. Et aussi, un autre truc que je voulais dire, parce que là, on va sûrement couper, on va sûrement devoir finir. Je voulais vous dire aussi un autre truc. Vous devez être vrai. Et ça va pulvériser les attaques de votre concurrence. Un mec qui vous dit, ce mec-là, il parle trop fort. Ouais, je parle trop fort. Je suis passionné dans tout ce que je fais, donc je parle trop fort. C'était la seule attaque que tu avais parce que ça, c'est nul. Quand vous êtes vrai, que vous mentez pas, que vous dites ce que vous pensez, les gens reconnaissent que vous êtes vrai. Ils vous aiment ou ils vous aiment pas, mais pour la même raison. Vous êtes dans le vrai. Quand les gens vous aiment et ne vous aiment pas pour la vraie raison. Pourquoi t'adores Guillaume? Parce que c'est un timbré. Ah ouais? Pourquoi tu le détestes? Parce qu'il est timbré complet. Pourquoi t'adores Guillaume? Parce que c'est le mec le plus exigeant en coaching que j'ai jamais vu. Ah ouais? Pourquoi tu le détestes? Ah, il est trop exigeant, moi ça me saoule, moi je fais du sport pour me détendre. Quand vous êtes dans ce phénomène où les gens vous détestent et vous aiment pour la même raison, vous êtes dans le vrai. Et vous, vous blindez de la concurrence parce que vous pouvez dire, mais mec, on a les qualités de ses défauts. Je suis profondément passionné, donc je suis too much. Donc ouais, des fois je mets pas les formes. Ouais, je suis profondément exigeant. Donc des fois j'en suis limite intolérant. On a les défauts de ses qualités. Voilà, c'est comme ça. Je suis un puits de connaissances dans mon domaine, donc oui, si tu veux me clasher, forcément faut être à la hauteur. On a le défaut de ses qualités. Et quand vous êtes comme ça, eh ben en fait on peut pas vous attaquer parce que vous n'êtes pas faux semblant. Et vous devez aussi un autre truc qui vous baise tout le temps vous les Français là, qui vous baise, le double discours. Vous dites un truc à un tel, vous dites l'inverse à l'autre. Les deux se réunissent, pas, vous êtes pulvérisés. Moi, si je te dis un truc à toi et que je te dis un truc à toi, vous pouvez aller tchatcher, venir me voir. Vous aurez la même version. C'est jamais arrivé que deux personnes se concertent dans mon dos et viennent me dire que j'ai dit deux fois une chose différente. C'est archi faux. Ça n'est jamais arrivé. Moi, par contre, je peux dire à tous mes haters que quand ils me voient, ils me serrent la main, que quand je veux les défoncer, parce que c'est arrivé à Paris dans un level 2 de CrossFit, le mec, je dis, viens, toi, tu fais le beau dans les réseaux, t'envoies des messages à mes potes comme quoi faut pas qu'ils me suivent. Maintenant, on est face à face. Viens, on sort, je vais t'allumer. Oui, non, non. Et hop, le mec s'est échappé dans les escaliers, tu vois. Quand vous êtes vrai, vous pouvez mettre les gens face à leur vérité. Quand vous êtes faux, c'est les gens qui peuvent vous mettre face à votre vérité. Donc moi, je vous dirais de vous protéger des attaques de la concurrence, déjà en amont, en portant vos couilles, en disant les choses et en étant des personnes vraies. Parce que vous vous exposez au contre. Et le contre, il fait beaucoup plus mal que l'attaque. L'attaque, vous avez le temps d'absorber, digérer, il y a une temporalité, vous pouvez répondre dans les 2 jours, dans les 2 heures, dans les 2 minutes. Le contre, il est immédiat. Et celui-là, il fait mal. Celui-là, il fait mal. Une des choses qui a fait que j'ai pu garder ma personnalité, garder mon clash, garder qui je suis, et toujours aller de l'avant, toujours grossir, c'est qu'on n'a jamais pu me mettre devant une contre-vérité ou un mensonge. C'est jamais arrivé. Par contre, moi, tous mes concurrents qui m'ont clashé, je peux le faire.
Le mec qui me tacle dans sa programmation de dos, je l'ai pas fait. Mais j'aurais pu sortir les conversations où il me pose des questions sur le business, sur la prog, sur des trucs qu'il a pas compris sur les lois. J'aurais pu faire ça. J'en ai même pas eu besoin. Ah, moi, je l'aurais Mais lui, fait. par contre, il aurait pas pu faire l'inverse. Parce que comme moi, je suis le boss et que c'est lui qui me pose des questions, moi, je n'en pose pas. Tu vois? Moi, Ouais. j'aurais pu reposter les photos où il me suce, il est dans mes bras, tu vois? Il y a quelques années, en disant, tiens, je comprends pas pourquoi pourquoi on est ennemis en plus, là, tu vois? Je l'aurais coupé en deux. J'ai pas eu besoin de le faire. Donc, avant de vouloir, c'est un truc de boxe, ça. Avant de vouloir apprendre à donner des coups, apprenez à ne pas les prendre. Hmm. Trop de gens vont dans des cours de boxe pour apprendre à frapper. Esquive. On apprend les déplacements, on apprend à bloquer, à parer. Ensuite, une fois qu'on a ça, on a une bonne défense, on peut apprendre à donner des coups. C'est très, très, très important de ne pas se faire attaquer alors qu'on a une défense de merde. Vous pouvez avoir les meilleures attaques, le meilleur dossier sur le mec, si lui, il en a sur vous, votre défense, c'est une passoire, il va vous couler. Hmm. Vous pouvez être un super boxeur, avoir une droite de titan qui touche toujours, si votre défense est mauvaise, le mec va vous toucher, va vous couler. Donc, la meilleure défense contre l'attaque, c'est la défense. Et ensuite, la meilleure suite, c'est l'attaque. L'attaque frontale, l'attaque proportionnée. Et si jamais il y a disproportion, le Yep. jusqu'au boutisme. Ouais. Alors, je reviens sur un truc rapide. Je pense qu'il nous reste quelques minutes. Sur un truc rapide que tu as dit et après à une question que j'ai là. Mes chers amis, si vous kiffez ce live, vous likez à fond, je veux voir plein de cœur. Et surtout, screenshotez ça et taguez Guillaume et moi-même en story. Un truc que tu as dit qui est effectivement important, les gens qu'on a autour de soi, savoir bien s'entourer. Et c'est vrai qu'on a ce truc du donnant-donnant, ce truc du bon bah je t'apprends un truc, tu m'apprends un truc. Et c'est vrai que ça c'est essentiel dans les relations humaines. La preuve, vous êtes en couple avec quelqu'un et cette personne ne vous apporte pas, pourquoi rester? Vous êtes dans un boulot où vous avez des relations où ça ne marche pas, pourquoi rester, pourquoi continuer? Je vais reprendre, je me rappelle de la toute première fois où on s'était rencontrés. Et c'est un super pote, enfin c'est un super pote qu'on a en commun qui nous fait se rencontrer, José, et qui me dit ouais il faut que tu rencontres Guillaume, hein. Et je me rappelle de la première fois où on se rencontre et donc je te parle de ce que je fais, du CrossFit, bon j'essaye machin mais j'ai un problème à l'épaule et je me rappelle de la première fois tu me dis ouais, ok fais cet exercice comme ça, je me rappelle j'étais assis sur une box, tu me dis lève la kettlebell comme ça, lève-la comme ça. Ok, je vois, j'ai compris ton truc d'épaule. Après, tu me dis, ok, fais cet exercice. Et là, et d'un coup, c'est allé mieux. Et là, je me suis dit, oh putain, le mec m'a réglé mon problème en 3 secondes, assis sur une box avec une kettlebell. J'ai dit, ok, ce gars-là, il faut que je reste connecté avec ce mec-là, parce que si en une seconde, j'ai réglé un problème d'épaule que j'avais pendant des années, qu'est-ce que ça va être si je reste des années avec le gars? Et donc, c'est comme ça qu'on est resté connecté. Et par ailleurs, derrière, tu me racontes de ce que tu es en train de lancer, de ce que tu faisais sur le business. Et donc, du coup, je dis, bon, bah, moi, le sport, moi, je suis pas à ton niveau. Par contre, sur le business, je peux peut-être t'aider, donner deux, trois conseils. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on est resté connecté. C'est ce qui nous connecte encore aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de, les gens voient ce truc et t'as raison. Les gens voient ce truc du rester connecté, c'est pas bien, c'est pas ça, machin, c'est faux, c'est hyper sain. Moi, par exemple, je sais que là, je n'ai qu'une envie, c'est de venir là où t'es ailleurs pour faire une semaine de sport intensif parce que j'en ai pas fait pendant les 6 mois derniers à cause de raisons qui ne sont pas des raisons d'ailleurs. Mais je me dis, j'ai envie de venir juste pour faire du sport avec toi et il est là mon intérêt. Et en plus de ça, je sais qu'on va parler, qu'on va délirer, outre tous les amusements et tout ce qu'on pourra faire à côté. Je L'un sais qu'on va n'empêche pas venir pour l'autre. l'intérêt premier, quoi. Et L'un c'est n'empêche ça pas qui est l'autre. essentiel. Mais cette construction mentale du il faut être désintéressé systématiquement, le fameux, tu sais, truc qui date donc en fait c'est judéo-chrétien, l'argent c'est mal, on donne aux juifs. Et nous, on fait que des actions désintéressées parce que c'est la Bible qui nous a dit de le faire. Résultat des courses, c'est les juifs qui tiennent le monde financier actuellement et c'est les boss du game en réalité. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est une construction judéo-chrétienne, le côté désintéressé des choses en fait. Je dois vivre comme Jésus parce que je suis désintéressé. C'est une construction idéologique, c'est une croyance limitante. Votre temps en seconde sur Terre est compté. Vous n'avez pas à le perdre avec des gens qui ne servent à rien. Et je voulais expliquer par rapport à une notion anthropologique. Il y a beaucoup plus de gens qui servent à rien et qui seraient morts dans des conditions non confortables que de gens qui sont intéressants. C'est vraiment, vraiment, vraiment important que vous l'acceptiez. Et si vous ne l'acceptez pas, si c'est trop dur de l'intégrer ce soir, mettez-vous une note,
re-regardez ce live dans une semaine, re-regardez-le dans 2 semaines, laissez votre cerveau émotionnel de côté, laissez votre cerveau rationnel, cognitif prendre le dessus et vous ne pouvez pas argumenter l'inverse de ce que j'ai dit. Vous êtes un fils de bourgeois, bobo, gaucho, c'est bien, vous pensez différemment, mais vous ne pouvez pas l'argumenter. Ce que je vous explique est fondamental. Donc les pros, bien-pensance, bien-séance, je répète, vous êtes responsable de tout ce qui part en vrille actuellement au nom de la bien-pensance, d'accord? Et moi, je peux argumenter. Vous ne pouvez pas. Donc vous, les amis qui nous regardez, sortez immédiatement de vos croyances limitantes. Je vous donne un exemple de croyance non limitante, comme ça vous comprenez. Ma femme a une activité d'esthétique sur les sourcils. Ça se passe pas bien dans son cabinet esthétique. Moi, j'ai un peu de place. Elle m'en parle le mercredi matin, à 10h. À 11h, j'ai appelé un maçon. Le mercredi d'après, le local est fait. Pourquoi? Parce que dans mon équipe, j'ai Abdel. Abdel est un maçon qui n'a aucune limite. Le mec vient, il bosse jour et nuit. Il fait intervenir des équipes de gens qui bossent à une vitesse lumière. Le mec est comme moi dans la maçonnerie. Toi, t'es comme moi, Tony, dans ton domaine d'expertise. Grâce à lui, en une semaine, j'ai construit une pièce de 30 mètres carrés. On peut manger dedans tellement c'est nickel chrome parce que le mec, le Abdel, en plus d'être un taré du boulot comme moi dans mon domaine, c'est un expert de son boulot comme moi dans mon domaine. C'est un tueur. Donc non seulement il va 6 fois plus vite que tout le monde, mais en plus il fait mieux en termes de qualité. Ouais. Donc, ce mec-là, je le ferai toujours travailler. Et son tarif sera le mien. Je m'en fous. Je préfère m'entourer de gens comme ça. Mais grâce à ça, après, que toi, tu m'aides sur le côté business, moi, je t'aide sur le côté sportif, lui, il m'aide sur le côté maçonnerie. Et en fait, c'est une boucle. Et en fait, on devient une machine de guerre comme ça. Claire. C'est très important de s'entourer de gens que un mec comme Abdel, vous lui dites un vendredi soir, Abdel, franchement, je suis hyper grave emmerdé, j'ai besoin de ça. Tu t'imagines jamais qu'il te l'aura fait pour lundi matin. Le mec, il arrive, lundi matin, c'est fait. Il te dit, bah ouais, on est venu avec une équipe, on a bossé jour et nuit, c'est fait. Moi, j'ai eu un problème avec un shot qui était pas aux normes handicapées. J'avais peur de prendre un contrôle. Ouais. Je lui ai dit le vendredi après, le lundi, le chiot, il était cassé, les travaux, ils étaient faits. Je lui ai dit, mec, comment t'as fait ça? Ben, Guillaume, tu m'as dit que t'étais dans la merde. J'ai monté une équipe, on l'a fait. Mais c'est ça le truc, c'est qu'avoir des équipes comme ça autour de soi, des gens, tu les appelles en un coup de fil, grâce à ton réseau, tu débloques une situation. Quentin, mon stagiaire qui me fait mes PDF pour mes programmations, c'est un mec. On a eu une couille il y a 2 semaines sur un lancement de Progara. Il est venu le dimanche soir. C'est un stagiaire. Pas obligé de faire ça. Hein. Ouais. Il est venu un dimanche. Il a bossé 5 heures avec nous pour finir les vidéos, finir le PDF. On a envoyé 149 mails pour les préventes. Il était là, c'est lui qui l'a fait. Ce mec-là, il a pris une prime. Eh oui. Je sais qu'il est là par intérêt. Il a besoin de bosser. Je suis pas un enculé, moi. Je le fais pas venir pour l'exploiter. Je sais que le deal doit être win-win. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai payé. Donc, ce week-end, je vais filmer 2 jours de suite dans ma salle une formation que je donne. J'ai aussi besoin qu'à côté, il fasse un PDF pour une pro que je lance dimanche soir. Le mec, il va bosser tout le week-end. Mais tu sais ce que j'ai fait? Je lui ai donné le double que ce que je lui ai donné la semaine dernière. Et c'est pour ça qu'il est revenu. Parce que comme la semaine dernière, il y a 15 jours, il a fait le taf, pardon. Il y a 15 jours. Il a fait le taf. Il a eu sa prime. Je lui propose du taf 15 jours après. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Je suis conscient que c'est pas intérêt. Mais oui, et si un jour, je comprends pas que c'est win-win, que je win, et qu'il m'encule, je peux pas pleurer qu'il m'a enculé, en fait. Je pourrais pas dire, ouais, t'as vu, cet enculé, je l'ai pris en stage, et puis maintenant, il me fait ça et tout. Gros. Dimanche soir, il bosse. Là, il va se taper 9h, 17h à ma salle, samedi, dimanche. Et dimanche, à 17h, il va rester. Parce que ça va merder le PDF. Donc, il y aura du taf, jusqu'à 22, 23h. Il sera là, le mec. Il sera là. Mais il sait que derrière, il y a la moula qui tombe, tu vois. Eh bien oui. Donc, prévenez-vous des attaques, parce que ce mec-là pourrait devenir un de mes concurrents de ces 4, il est stagiaire chez moi. Donc, je me préviens qu'il devienne mon concurrent parce que je suis correct. Et cet exemple, il est très bon. Si un jour il me nique et qu'il me clash, j'aurai tous les arguments pour expliquer que j'ai tout appris. 2, pour expliquer que je l'ai vraiment bien traité, ce qui prouve que c'est un fils de pute. Et lui, par contre,
il aura jamais rien à Il redire pourra sur rien ça. dire. Ah bah ouais. Donc, comment je me préviens d'une éventuelle attaque? La prévention. Hmm. Je préviens. Comment je fais en sorte de ne jamais me faire agresser? Premier précepte de la self-défense, je ne me retrouve pas dans une situation où je vais devoir me défendre. Eh J'évite oui. toutes les situations qui puent la merde. Corroboré par la loi de Murphy, Toutes les si ça situations doit qui arriver, puent la ça merde. va arriver. Et si ça doit arriver, je suis prêt. C'est clair. Je suis prêt pourquoi? Parce que je suis surentraîné. Je connais mon sujet sur le bout des doigts. 2, je suis jusqu'au boutiste. Donc je suis intelligent, proportionné. Mais si ça vrille, je suis présent, je suis jusqu'au boutiste. Et je pense que là, pour moi, j'ai résumé 1, comment se protéger, 2, comment contre-attaquer. Mais c'est valable pour la concurrence, c'est valable pour tout le monde entier. Il y aura des gens de votre famille qui vont vous attaquer. Il y aura de vos amis qui vont vous attaquer. Vos clients, ne croyez pas que ça va venir que de la concurrence. Je pense que c'est une erreur qu'on pourrait faire. Oui, oui. Le live, on parle de la concurrence normale Oui, dans le oui. business. Mais souvent, l'ennemi, il est vachement plus proche que ce qu'on pense. Il est interne. Nous arrivons au bout de ce live. Guillaume, à chaque live, t'as Ah un oui, fou. c'est énorme. J'adore. J'adore. T'es trop fort. T'es trop fort. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui écoutent, qui sont même connectées, qui sont même peut-être restées jusqu'au bout, qui sont certainement mes concurrents, qui sont peut-être même certainement les concurrents de Guillaume et qui se disent, ah, j'arrive à voir Guillaume, mais pas sur son compte parce que c'est sur un compte. Donc bon, voilà, vous l'avez vu en live. Une chose que je vais retenir de ce live notamment, et une chose que je vais vous demander, mes chers amis, de retenir, c'est notamment ce que Guillaume a dit sur les faits authentiques. Restez authentique, restez vrai, restez vous-même. Vous prenez pas la tête. N'allez pas vous singer, n'allez pas vous maquiller en autre chose que vous n'êtes pas. Restez authentique, restez vous-même. Et vous allez voir que vous allez même pouvoir évoluer comme ça. Et qu'en évoluant, certaines personnes qui vous connaissent vont se dire oui, il a changé ou elle a changé, machin. Il n'y a aucun problème avec ça. Je monte, j'évolue, je change. Heureusement d'ailleurs que je change, mais en tout cas, vous restez authentique avec vous-même. Et n'ayez pas peur d'aucune attaque. Et moi, une chose que je retiens, une petite anecdote que je vais balancer rapide parce qu'il nous laisse une minute sur le live. Un jeune garçon que j'aide depuis des années a monté sa boîte et a poussé sa boîte, qui maintenant n'est plus un jeune garçon mais qui est un homme à succès. Je me rappelle quand il était en train de créer sa boîte, il m'appelait, je me rappelle de la deuxième année où il m'avait appelé. Et il m'a dit, Tony, j'ai un problème. J'ai un mec qui est en train de mal parler de ma boîte et mal parler de tout ce que je fais. Et je lui dis, OK, ils sont combien à faire ça? Il me dit, bon, ils sont 2-3. Je lui dis, OK, alors c'est que tu bosses pas assez. Parce que s'ils sont que 2-3, c'est que tu donnes pas assez. Appelle-moi quand ils sont 10 et là, ça veut dire que peut-être tu as commencé à bosser. Homme sans ennemi, homme sans valeur. Voilà. Ça, c'est vraiment une phrase de ouf. Quand Orlan me dit, j'espère qu'il regardera ce live, quand Orlan me dit, putain, mais Guillaume, t'as des histoires avec tout le monde. Je le regarde, je lui dis, Et ouais. homme sans ennemi, homme sans valeur. Je connais déjà beaucoup de coachs sportifs qui ont gagné 40K en une semaine et il me fait, Aucun. OK. Très important cette phrase, très Bon, important. mes chers amis, j'espère que vous avez aimé Guillaume, que c'est une super découverte pour vous. Si vous l'aimez pas, il vous emmerde et vous le savez déjà. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de screenshotter ça, balancer ce live en story si vous l'avez adoré. N'hésitez pas à aller suivre sur son compte. Vous avez son tag Ouais, désolé, c'est le compte de ma femme. Guillaume T'inquiète. coach, les amis, je vous attends. 5 secondes. Bon, Guillaume, on se voit bientôt. Je viens faire du sport chez toi.